Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Coupé, donc Bonsoir à toutes et à l'émission tous. d'actualité cinéma. Donc avec toi, Sylvain, aujourd'hui, Bonjour. avec Vincent qui nous regarde d'ici, Allô, allô, hello. et Mathilde. Beurre. Et du coup, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler, Vincent? Aujourd'hui, il y a quelques nouveautés, quelques sorties qu'on a pu voir, mais c'est plutôt des films indépendants en fait qu'on a vus. Et on va commencer par quel film? Les Enfants Rouges. Donc un film dont on a déjà un peu parlé dans l'émission, puisqu'il était dans Cinéma du Sud. Ah oui, c'est vrai. Donc Oui, film de Lofty Ashur, c'est ça, ouais. donc de 2025, 25, ouais, qui c'est sort, ça. donc qui Ouais, vient de l'autre sortir film, cette semaine. Tunisien, film tunisien donc. Voilà, qui est centré sur un petit village notamment, avec quelques personnes dedans. Ouais, à l'orée Et des massifs montagneux en fait. on voit pas énormément de monde normalement dans le film. Enfin, moi je me rappelle pas énormément de monde dans le film. On est très centré sur la famille et la famille un peu étendue. Je crois que c'est le nord-ouest de la Tunisie, ça se passe, je crois. Et Ouais, ouais. Oui, un petit village de bergers. Par rapport aux événements, tu veux dire? Oui, c'est pas. Ah. Ça a été tourné sur les lieux en partie, Ouais. et il y a d'autres zones qui sont pas du tout le même côté de la Ouais. Tunisie. Bah, c'est un film qui aborde l'histoire qui marque les pays du Maghreb depuis le 1990, les années noires en Algérie, par Oui, exemple, et puis et puis la montée des fondamentalistes musulmans avec les Moudjahidines, enfin, Al-Qaïda, tout ça. Ça traite un peu du sujet à travers l'expérience de ces deux enfants, en fait. Mais on va pas trop détailler l'histoire, parce qu'après c'est foutu. après, le film, il va pas dévoiler qui est l'agresseur dedans. Il va montrer qu'il y en a un, mais il va pas cibler Oui, mais on quelqu'un reconnaît. particulier. On Bah, peut imaginer, on peut mais reconnaître, en fait. on peut imaginer plusieurs groupements différents d'ailleurs au passage, Oui, mais bien sûr. on sait pas. Et d'ailleurs, ce qui est la réalité, parce que il y a un carton à la fin du film qui dit qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait Les pas. raisons, on ne sait pas les On raisons. sait pas les raisons. Et je sais pas si on Ah, sait le groupe par contre, on nous le dit pas de toute façon. Ça, je pense que si, on sait que c'est des extrémistes, peu importe lesquels, mais après, Oui, mais on on sait pas lesquels. Oui, oui, non, mais bien sûr. Oui, mais on Oui, non, pourrait c'est dire des- qu'en c'est- termes de c'est- terrorisme. oui, non, c'est des terroristes musulmans qui Ouais, ouais. vraiment qui Donc après, ont on ne sait pas quel type de terroriste, parce que Oui. ça, c'est sûr qu'on ne sait pas. Après, de savoir Mais parce si qu'on c'est les voit pas, déjà, Al-Qaïda, d'une si part. c'est Daesh, si c'est Al-Qaïda, le Maghreb islamique, c'est pas. Est-ce qu'ils sont tunisiens, algériens, libyens, En même temps, ça montre ce que peuvent vivre les populations Oui, défavorisées qui vivent dans les zones par rapport à eux, en fait, par rapport à ces terroristes. Et en fait, ça va montrer, donc ça nous met tout de suite dans le bain au tout début du film. On a une action qui va nous suivre tout le film, puisque on va essayer de retrouver. En fait, on va voir ces deux frères. Alors spoiler hein, dès le début, parce que c'est deux cousins. c'est deux cousins. Ah ouais. Pardon. Ah oui, pardon, c'est deux Deux cousins qui discutent ensemble, et puis au bout d'un moment, il se passe quelque chose, et on voit. Je vous décris pas trop la scène, mais c'est pas très drôle. Et après, on voit un des deux cousins, le plus jeune, qui se Ouais. réveille et qui constate qu'il est le seul survivant des deux. Donc je vais essayer de pas trop donner d'indices pour pas dire un peu ce qui se passe avec l'autre. Et la deuxième partie, donc suite à ça, il va y avoir une deuxième partie du film qui va durer la plus grande partie du film, dans lequel en fait on a le reste de la famille qui est étendue autour de ces deux enfants, qui va essayer de retrouver en fait, déjà le retrouver. Le corps, et ensuite essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui. Comme avant. Oui, c'est vrai que moi je l'ai vu donc présenté par le réalisateur tunisien c'est une collègue tunisienne qui me l'a dit, c'est un cinéaste assez vraiment connu en Algérie. Oui. En Tunisie, pardon. Il y a un autre film algérien, on en parlera après. Non, le cinéaste est tunisien, c'est un film tunisien, tourné en Je parlais Tunisie, des c'est années une collègue 90. tunisienne qui me l'a dit. Voilà. Et donc c'est un fait divers qui a vraiment marqué la Tunisie dans les milieu des années 2010. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué dans le film, c'est qu'on ressent vraiment la montagne, la présence du vent, le son. Et vraiment toute la violence est vraiment montrée, je trouve, vraiment sans complaisance. Il n'y a vraiment rien de. On se la prend en plein. Et c'est. Et c'est super efficace. C'est rare Ah de oui. voir une Oui, oui. efficacité pareille dans un film. Voilà, on comprend avec- tout de suite ce qui se passe. Enfin, avec peu le de problème, moyens. quoi. Avec très peu de moyens.
Et Je sais pas si c'est lié au ouais, c'est le choix de montrer que par à travers le son ou des trucs qui arrivent brutalement comme il ça, y a de ça. Bah, alors c'est vrai que sans qu'on l'a en soit préparé à ça, en fait. Donc bah, du coup, alors c'était violent, quoi. le réalisateur voulait justement montrer le moins possible. Ce qui Mmh. intéressait, c'était vraiment la famille, le deuil et ce que ressentaient les enfants. Après, il s'est un peu planté sur la deuxième partie où je Mmh. pense qu'il a trop voulu illustrer ce que vit le gamin en l'absence de son cousin, en fait. Et du coup, la manière dont il l'illustre, moi, ça me paraît pas très intéressant. J'aurais préféré que on voit le vide, justement, qu'il y ait un vide total, en fait. Et là, du coup, l'autre apparaît. Ah, Oui, parce qu'on voit oui. son cousin en transparence. Oh, Enfin, pas en bah, transparence, sur les miroirs, enfin en reflet sur le plutôt. noir et puis Donc il ça le fait un peu un voit effet de transparence aussi, bah, mais il le voit, dans différentes zones de la oui, nature tout à pendant fait. qu'ils sont en train de le rechercher. Il y a des souvenirs. Ben, moi et puis c'est vrai que c'est ce que disait aussi le réalisateur, c'est pour lui, c'était vraiment dire comment des enfants, vivent le deuil. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va, réaliser? Et moi, franchement, si on était resté que sur le deuil, la souffrance, qu'il y avait pas ces scènes-là plus poétiques ou de rêverie, moi, je trouve que ça aurait été encore beaucoup plus dur. Moi, je trouve que c'est ce qui fait passer toute la dureté du sujet. Ouais, ce que je reprochais, c'est le côté, Toi trop illustration du phénomène, justement. ah, tu trouvais que c'était illustratif? Explication au niveau visuel, en fait, c'est ça que je lui reproche et que là-dessus, du D'accord. coup, il y a ça on se referme, en fait, ça il y a un truc qui se referme sur l'expérience du gamin, en fait En fait, et du tu veux dire qu'il y a un petit côté trop artificiel au fait qu'il montre ben, graphiquement illustrer, en la fait. personne décédée, quoi. Illustrer, je pense que ça aurait été bien de laisser le vide, en fait et de voir ce que ça fait aussi même sur les autres membres de la famille, justement. C'est-à-dire que là, du coup, il y a un truc qui se que il y a de par ce moment-là, l'expérience du gamin, il se retrouve séparé des autres, en fait et ça tourne un peu en rond, en fait, sur ce phénomène-là où il revoit des souvenirs, tu vois? Ce côté Mmh. spectral du cousin qui revient dans sa mémoire et qu'il le voit et on voit ça. J'aime pas ça. Non, non, c'est que moi, j'aime pas ça, en fait. C'est juste ça, en fait. Oui, Intéressant, en t'aimes fait. pas, mais beaucoup de gens qui vivent un deuil voient des fantômes constamment. Ouais, non, possible, Et possible. quand tu vis un deuil, tu peux rêver des personnes qui sont mortes pendant Ouais, ouais. des années après et tu les Ça, vois, tu les je entends. remets pas en cause ce phénomène-là. Je dis Mais juste que d'un point de vue artistique, c'est pas très intéressant, en fait, c'est tout. bah, ça dépend. Ça dépend. Pour beaucoup de gens qui ont vécu des deuils, ça Et peut le être réel. Ouais, ouais. et le réalisateur a aussi insisté sur le fait que on voit absolument aucun moment les terroristes, les policiers et toute présence de représentants officiels de gouvernement. Les Là, enfin, journalistes, enfin, tout un tas de gens qui sont voilà, évoqués, mais ils sont qu'on pas les voit pas, montrés, qu'on verra voilà. pas. Non, là, c'est intéressant, c'est qu'on les voit pas, en fait. Ça, c'était clairement un choix, ça, il l'a Bah, dit oui, oui, je pense que explicitement. s'il avait continué dans ce phénomène-là, ça Oui, aurait été intéressant parce que justement, quand on vit là, je reprends ce que tu disais à Mathilde, quand on vit ces expériences, on désocialisé, on se désocialise vachement, en fait. Et du coup, les autres disparaissent parce qu'on est dans un vide tellement important que du coup, socialement, on est aussi éjecté, en fait. Et je pense qu'il aurait dû continuer justement ce qu'il a fait avec les journalistes, le faire aussi avec, le cousin disparu. bah, pour lui, Ça c'était aurait été vraiment plus montrer cohérent pour moi. pour lui, c'était en tout cas l'absence de Ouais, ouais. toute personne comme ça extérieure, C'est des c'est choix montrer qu'il a vraiment fait, que hein, c'est un choix, hein. mais aussi montrer que voilà, qu'ils sont complètement laissés, tout seuls, que Ouais, ouais, mais l'État justement. n'a rien fait, que le président tunisien avait promis qu'il les aiderait Ouais, ouais. et qu'il C'est n'a rien c'est fait. pour ça que ça aurait été intéressant, je pense, de Ouais, continuer, avec le ouais. petit, de faire pareil, en fait. L'abandon, en fait. Bon, du coup, vous avez des avis différents, moi aussi, et c'est Mais pas justement, c'est grave. intéressant ce Et que je moi, dis, je vous c'est pas propose, oui, oui, tout à fait, mais non, non, ce que je dis, c'est qu'aussi il y avait un truc, et il part sur un truc fort, en fait et du coup, après, il essaye justement de temporiser le truc. En fait, ça temporise, en fait et on va et du passer, alors que c'est un drame, hein, quand même. et ça marche. Bah, parler du deuil, du travail du Ouais, deuil, ouais. c'est une manière de parler du drame et de Ouais, ouais, non, mais c'est comme ouais. il le fait, il essaye de faire tampon, en fait. Ça fait tampon, en fait. Ah, Par je le trouve rapport à pas comme comment il ça. traite le sujet au début du film, par la suite, il s'enlise dans un truc, ça se répète. En plus, c'est toujours un peu les mêmes images. Enfin, c'est J'ai trouvé ça d'accord répétitif. et du coup, d'un point de vue, recherche, c'est moins intéressant pour moi, hein, mais après c'est voilà. Mais il y a un autre truc qui est vraiment intéressant, que tu as abordé un peu au début dans ce que tu disais, c'est la manière dont il traite, il filme la nature autour. Il y a une maîtrise, des lieux en fait, de la montagne, de la pierre qui est un peu acérée. Tu as aussi ces grands étendues, où tu as le soleil qui frappe et tout, on sent et puis le désert et le rapport entre la misère des gens et ce désert aussi.
et le fait qu'ils doivent faire de longues distances pour trouver des points d'eau, enfin tout ça, c'est bien abordé et il le Oui. filme très bien, tu vois? Sans être dans le justement ce que disait, John Ford par rapport à filmer les horizons, en Oui. fait. Il y a cette espèce de il respecte les tu sais, quand tu divises le plan par 3 en fait. Il est toujours dans c'est vraiment parfait, on dirait presque, une manière de filmer comme dans les westerns, en fait, hein, c'est les beaux westerns, on va dire. Et on va passer au film suivant, donc parce qu'on a déjà un peu parlé aussi de ce film la dernière fois, et on va passer à L'Effacement. Oui. Donc L'Effacement, qui est un film qui était aussi dans le cinéma du Sud, Oui. de Karim Mouassoui. Peut-être Moussaoui, pardon. Désolé du nom du réalisateur. Alors, c'est un film qui parle, qui est centré sur en fait une sorte de gosse de riche, je sais pas comment on peut dire, assez âgé, Oui. qui a démarré sa vie active D'héritier. et qui a un métier qui est un peu sous un peu la supervision de son père, son père un peu gère sa vie, et il a son frère aussi qui est présent, qui lui par contre décide globalement de s'émanciper. Il décide de quitter, et on va être centré ce personnage principal Ouais, qui Reda. reste lui. Et il va se retrouver à travailler dans l'entreprise de son père, qui est présidée par son père. Euh, C'est pas super clair avec c'est lui. pas hyper clair, en Il tout est à la cas, il a un rôle direction. important dans la direction. Voilà, Son père. s'occupe du pétrole. C'est Voilà, clair. Donc, il y a de l'argent donc on voit, ça transpire et du l'argent. pouvoir. Et pour justement accéder à son poste, il va devoir faire un service militaire. Et dans ce service militaire, il va déjà se passer des trucs assez forts Oui. dans le film. Parce que il va arriver, il va se passer des événements, parce qu'ils vont avoir un conflit armé à un moment donné, pendant le service militaire, Ah, mais avec avant, il y a Ouais. point de vue des différences sociales, il y a des Ouais. tensions avec les autres appelés. Il y a déjà ça. Ouais. Et c'est là que Oui, oui, c'est tout à là fait, oui. ce qui va donner le titre au film et au roman dont c'est tiré, c'est qu'il va se regarder dans le miroir et son reflet va disparaître. Oui, tout à fait. C'est dès l'armée. Et c'est vrai, c'est dès l'armée, tout à fait. Et avant le décès du père, alors que dans les résumés qu'on voit qui circulent, c'est dit que c'est après la mort après le décès de son père que son reflet disparaît dans le miroir. Non, Non, c'est avant, t'as c'est raison. avant, ouais, c'est bizarre, c'est résumé. Je le retrouve aussi dans Positif, ça se demandait s'ils ont lu, ça se demandait si certains critiques lisent les films. Et après ça, il va se retrouver dans les locaux, et il va aussi avoir des actions un peu particulières. Il est en passe de se marier, notamment. Oui, Et ça va avoir son importance sur le récit par la suite, et Ouais. notamment sur son travail. J'ai pas envie de trop dévoiler, parce qu'on est déjà pas mal dans les choses qu'on dit. Et globalement, c'est un film qui explore vraiment plusieurs sujets dedans. oui. On sait pas trop. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre le point de vue qu'on veut nous donner. C'est vraiment un truc qui est difficile pour moi à comprendre. On est clairement dans un personnage d'anti-héros, on va dire, hein, clairement. On n'est pas du tout dans un personnage qui est le héros de l'histoire, hein. C'est vraiment pas du tout le Oui, cas. l'évolution du personnage, son rapport aux différents personnages féminins, c'est C'est un peu difficile, ouais, comme personnage. On n'a pas envie de l'aimer, j'ai envie de dire. il fait rien pour non plus. Il fait rien pour. Et moi, j'ai même du mal à le comprendre. Pour être tout à fait honnête, j'ai du mal à comprendre pourquoi il fait ça, hein. Je sais même pas si lui le comprend dans le récit. Ouais. Puis la fin non plus qui va dans une direction assez radicale. Oui, là, mais vraiment, on a plusieurs genres de films différents dans le film. Oui, Bah, il a vraiment travaillé sur le genre. Et ça, c'est la ce partie- qu'il disait quand le réalisateur l'a Mm. présenté à Cinéma du Sud. Voilà, lui, il est vers le film de genre, c'est à la fois fantastique et plus noir, on va dire noir. On Noir. mélange un peu du polar, du film de guerre, ouais, vraiment, on a du thriller, enfin, plein de genres différents. Et aussi, il y a, par exemple, dans la partie justement dont on a parlé sur le service militaire, Ouais. elle peut rappeler des films comme Full Metal Jacket. Oui, Je sais pas oui. si ça a été cité d'ailleurs. Oui, il l'a dit aussi dans Ok. pas Cinéma du Sud, mais dans des interviews dans la presse. Ouais, Parce que clairement, il y a cette Oui. double temporalité dans le film qui est un peu importante. Voilà. Donc là, on vous a donné mine de rien pas mal d'indices si vous avez référence. Moi, je sais pas quoi dire, parce que le film, j'ai quand même plusieurs problèmes avec, hein, dans ce qu'il veut dire. Et c'est ça qui me gêne plus. Alors que son traitement est très correct, par contre, hein, vraiment, c'est filmé très classiquement. Il y a des moments il y a une bonne temporalité. Le tempo est très, très bien géré dans le film. La photo est très correcte. Mais vraiment, c'est le propos, par contre, j'ai vraiment du mal, quoi.
Ouais, tu trouves que en fait, comme le personnage va dans plein de directions différentes, que tu trouves en fait Il est le pas film. clair, en fait, son propos. C'est surtout ça, moi, qui me gêne. J'ai pas compris. C'est plus la clarté du propos, la clarté. clarté de ce qu'on veut dire avec, quoi. Ouais, d'accord. Vraiment, tu vois. Tu veux dire qu'il devrait y avoir une morale au film et qu'on la comprend pas ou qu'est-ce que tu veux dire par propos? En fait, je sais pas s'il devrait y avoir une morale, mais au moins arriver à comprendre ce que veut faire le personnage principal dans le film et, et pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, en fait. Vraiment, le pourquoi il agit comme ça, moi, me pose problème. C'est parce que ni on n'utilise pas tant le genre pour le montrer, et on n'utilise pas tant le film pour le montrer. Et en gros, on a des indices, mais pour moi, ils sont grossiers par rapport à ce qui se passe vraiment. Je sais pas si c'est clair. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au roman dont c'est tiré. Il paraît que dans le roman, toute la partie militaire n'est pas présente. D'accord. Ah bah moi pourtant, c'est la partie militaire qui me permet de mieux comprendre le Oui, personnage, donc alors que pourtant, moi je le comprends pas du tout quand même, ouais, ouais, donc malgré là, ce passage-là. alors c'est vrai que pas trop en dire, mais quand même, si on voit l'affiche, on voit qu'il y a la comédienne iranienne Zahra Amir. Oui, qui est présente dans plusieurs films en ce moment. Voilà, Ouais. mais qui a qui a un élément dans l'évolution du Mais personnage. par contre, elle a un tout petit rôle dans le film Oui, en c'est un vrai. petit rôle, mais voilà, qui est assez qui peut expliquer des choses par rapport à l'évolution qu'il a. Mais Oui, mais c'est encore un détail, tu vois, c'est ouais, ça qui est un c'est peu pas- bizarre. Bref, moi je sais pas trop finalement quoi penser du personnage du film, mais le film reste plutôt bien réalisé et référencé, mais il utilise ses références et c'est cool ça pour le coup. Donc je sais pas si allez le voir pour vous donner une idée, mais moi j'ai de la réserve quand même sur ça. Bref, C'était pas le meilleur du cinéma du Sud. voilà. Mais Mais bon, c'était l'un des trois qui c'est sort en intéressant salle. quand même. On va passer au film suivant. Donc film suivant, Rumors, Nuit blanche au sommet. Alors il y a que moi qui l'ai vu, c'est Je ça? l'ai vu, Tu l'as vu aussi, je l'ai ok. vu hier. Parfait parce que je l'ai vu. Figurez-vous que je l'ai vu à Cannes Ah, l'an dernier. Donc ça remonte. Ouais, bah c'est ça. Pour faire simple, c'est un film de genre dans lequel on Lequel? a dans le genre un peu qui fantastique globalement. Il a été présenté à Jean Armé, je crois d'ailleurs, ce qui est pas étonnant. Et pour lequel il a eu un prix. Pour lequel il a eu un prix, ce qui est pas forcément étonnant vu l'aspect graphique peut-être. Peut-être. Ouais. Mais par contre, en termes d'histoire, oui, en gros, c'est beaucoup de dialogue. C'est pas On passe énormément de temps autour d'une table à dire des choses qui sont Bah, plus tant faudrait- d'actualité faudrait d'ailleurs. dire, c'est les dirigeants du G7. Voilà, Donc, il y a donc il y a Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, France, Kate Blanchett, États-Unis, Japon. Denis Oui, Ménochet. Kate Blanchett en chancelière allemande. Sauf qu'elle C'est s'est- Ménochet ou Gardebois? Oui, Denis Ménochet, Ménochet, oui, qui pardon. fait le président français, qui ressemble beaucoup à François Hollande. Voilà. Et Charles Dance, qui fait le président américain. Ouais, Charles Oui, Dance. mais qui fait le président américain, mais pas du tout Trumpiste. Ah non, pas Vraiment Trumpiste, plus, non. Ah bah, plutôt Bideniste. Ah bah oui, c'est Biden. C'est clairement Biden. Du coup, le film est déjà daté. Oui, ah bah. C'est le problème d'ailleurs du film, c'est qu'il est daté sur ses références, donc sur ça il marche pas. Et l'autre truc qui est un peu dommage, c'est que oui, c'est vraiment long la discussion autour de la table, pendant qu'ils s'aperçoivent finalement que leur personnel dégage, finalement, Oui. ils ne le retrouvent plus. Et ben, elles s'éternisent, elles s'enlisent, et le film va démarrer que après la moitié du film, pour au final être dans un film plus de où en mode il se balade dans une forêt Oui. après globalement. Puis dans la forêt Un peu dangereuse, classique. avec des sortes de zombies. Et un cerveau. Et un cerveau gigantesque. Voilà, donc il y a des zombies, un cerveau, voilà, on rentre dans ce délire-là. Des zombies lubriques, on va dire. C'est un film fantastique. C'est un film fantastique en fait. Ouais, Non je sais pas ce que c'est. C'est à la fois, il y a un événement. Je- Par rapport à un événement, ça se développe Bah, sur un. En fait, ça veut parler un peu de politique, mais on sait même pas Ouais. si c'est une satire, D'accord. si il y a un côté, voilà, certains politiques sont incompétents, ou D'accord. alors c'est un côté anard, ou si c'est limite fascisant, puisqu'en fait, ils enchaînent des généralités en parlant d'une crise qu'ils ne nomment jamais. Ouais, d'accord. Il y a un autre problème, le film, il essaye d'avoir des références sur les présidents qu'il met, mais ils sont pas d'actualité, et d'autant moins d'actualité que maintenant, ben, comme on dit, on a Trump aux États-Unis, et le personnage qui joue un équivalent de Biden bah, est très effacé, là où aujourd'hui, en géopolitique mondiale, c'est plutôt Trump qui fait un peu beaucoup bouger, et en tout cas qui fait beaucoup remuer, on va dire. Qui provoque, on va dire.
Oui, bah alors Mathilde, il fait remuer, il brasse de l'air, mais en tout cas, il fait bouger, mais pas forcément dans le bon sens, hein, il fait du bruit, voilà. En Alors tout que, cas, ça se tend, alors que, quoi qu'il arrive. alors que Alors le- que là, on n'a pas de tension entre les gens, on n'a pas de tension Non, dans non. le Et puis en G7. plus, il n'assume même pas d'être sur une époque antérieure, puisqu'à un moment, c'est évoqué que quelques années, ils évoquent des événements de 2018, et pour eux, c'est déjà un certain nombre d'années en arrière. Ce qu'il y a, c'est que il y a des scènes qui voudraient être drôles, mais c'est pas drôle. Il y a, il y a une scène à la fin complètement barrée. Ça pourrait être drôle, mais en fait, ça passe pas. C'est- En fait, cette scène, elle pourrait être intéressante si le film n'était pas trop long avant. Elle pourrait être intéressante parce que si elle était en milieu de récit Oui, parce que ça peut rappeler certains, c'est quoi, 28 jours plus tard ou des films comme ça, par moment, mais c'est vraiment c'est vraiment de la. Non. J'essaye de trouver des références, mais c'est Je vois pas. À un moment, il parle d'IA, Oui, avec oui. une IA et de pédophilie. Pourquoi? On a une volonté de passer à de l'absurde, mais sans vraiment en être. C'est un peu particulier. Ouais. Oui, Bref, on sent que ça va être drôle, mais ça l'est pas. Et puis ils se sont mis à 3 pour faire ça. Mm. Je comprends pas. En tout cas, si vous avez envie de regarder un film un peu sur un côté absurde, regardez plutôt un Dupieux, quoi. C'est peut-être plus intéressant. Je sais Peut-être. pas. Et plus court aussi. C'est peut-être le problème. 3 réalisateurs, c'est trop, quoi. Il y a trop de chefs et oui. pas assez d'Indiens. Pourquoi Ouais. 3? On ne sait pas. Oui. Et puis pourquoi il a mis 1 an à sortir? C'est généralement pas très bon signe. Hein. Ils ont dû se prendre la Après- tête au montage. Après, il y a eu, tu vois, après, il est sorti quand même à Cannes. Oui. Et il y avait Les Linceuls aussi, qui est sorti il y a pas longtemps, qui est à Ouais. Cannes, qui ont aussi mis longtemps à sortir. Après, je sais pas si c'est bon ou pas bon signe, mais en tout cas, il y a plusieurs films qui sortent plus d'un an après. Cannes, des fois, il y a même des films qui sortent 2 ans après. Hein. Ça arrive, voire qui ne sortent jamais. Par exemple, Make to My Love, Intermezzo, je crois. Coucou. Qui ne sortiront sans doute jamais, d'ailleurs. Enfin, voilà, j'ai pas grand-chose à dire en plus sur Rumors. Hein. Bah, c'est raté dans ses intentions. Mais il y a un public, je pense, quand même, pour. Bah, Mais c'est pas- si on veut voir du bizarre, incompréhensible, absurde, daté, Voilà. et des trucs un peu trash. De Moi, quel je- film tu parles, Anthony? Ah, de quel film est pas sorti? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, c'était Make to My Love Intermezzo. Et dans le casting, je sais, pour la présidente de la Commission européenne, il y a la comédienne Alicia Vikander. Pourquoi? Elle est évidemment beaucoup trop jeune pour le rôle. Je comprends pas. C'est- Elle est censée être Ushi von der Leyen? Bah, alors que c'est plutôt Kate Blanchett qui s'est fait la tête de la présidente de la Commission. Oui, c'est Elle ça. ressemble plus à l'actuelle présidente de la Commission. Et puis, ils qui auraient pu a- prendre une actrice allemande. Enfin, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'actrice Ah allemande oui, parce que tous les anglophone, autres quoi. comédiens sont... voilà. Bon, c'est un Anglais qui fait un Américain, mais Ouais. voilà, c'est vraiment complètement étrange. Est-ce que Denis Ménochet est aussi nul en anglais que François Hollande? Oui. Oui, mais par contre, Oui. ça, il joue bien. Il joue bien, le François Oui. Hollande. Donc, en vrai, les acteurs jouent plutôt bien dans le film, c'est pas le problème. Pour le coup. Et je sais pas comment j'apprends ça, mais son prénom est Sylvain aussi. Et les Anglais prononcent pas si mal que ça. Et maintenant, vu qu'on n'a plus rien à dire, on se propose de passer à Les Musiciens. Je n'ai pas vu. Oui, un film de Les Nuls, pas du tout. Donc, Les Musiciens de Grégory Magne. Film donc pareil, qui était en. Alors, c'est une sortie de la semaine, encore une fois, Oui, moi je l'ai pas vu. que tu n'as pas Je vu n'ai pas vu. et que Vincent a vu. Donc c'est un film Malheureusement. avec Valérie Donzelli et Frédéric Pierrot. Ouais, malheureusement, je l'ai vu tout seul. Oui, c'est avec Valérie Donzelli et Frédéric Pierrot. Ouais. Ils sont plutôt bien dans le film d'ailleurs. Ils jouent plutôt bien. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on l'a pas vu, alors on sait Bah pas oui, quoi c'est ça le dire. On problème, c'est qu'on t'écoute, va pas pouvoir discuter longtemps. vas-y. On est Non, tout suite. non, mais ouais, le film, que dire du film? Ça se regarde, hein. Comme tous les films de cette semaine d'ailleurs. C'était pas. Mais, Moi j'ai l'impression que tout est dans la bande-annonce. bah non, On avait déjà. il y avait quand même des trucs volontairement intéressants, genre de réfléchir On n'avait déjà pas de viewers, la et maintenant que musique, tu dis qu'il n'y a aucun film intéressant, on en aura encore Ah, moins. je suis désolé, la qualité des films cette semaine n'est pas bonne. Voilà, il y a des trucs pas mal, mais franchement, tu restes une heure et Vous demie, êtes dur 2 pour heures. les enfants rouges quand même. Ouais, d'accord, ouais. Là je vous trouve dur. Mais... Ok. Bon, par rapport à Rumors, je vois pas Rumors. Ah bah, ce que c'est ce qu'on a dit parlé juste avec avant. Madine, Ah bah. avec le réalisateur Madine. Ouais, bon. Non, mais les musiciens, si, le jeu touche des le acteurs est fond de l'eau. plutôt bon, mais il y a un côté toujours à être dans le téléfilm plus que dans le cinéma, en fait.
même si le réalisateur voudrait montrer la musique à travers une manière avec un regard de cinéma. Dès le départ, il y a ça, parce que, ouais, sans trop dévoiler, au départ, on est dans un instrument, en fait. Donc, du coup, on rentre dans un domaine. Mais par la suite, l'histoire, elle est assez banale. Enfin, c'est une femme qui veut réunir un certain nombre de Stradivarius ensemble pour faire un concerto. Donc, il y en a 4, en fait. Et elle hérite, en fait, du souhait de son père de réaliser un enregistrement avec ces 4 instruments, 4 musiciens. Et il avait choisi aussi un compositeur contemporain, en fait, qui est interprété par Frédéric Pierrot. Frédéric Pierrot. Donc ça, c'est le début du film. Et tout le film est un délayage de cette histoire avec les enregistrements, les répétitions, tout ça, les querelles d'ego, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est le regard le jeu déjà de Pierrot et son regard, lui, de compositeur sur la musique, qui finalement a une vision plus claire de ce qui va se produire que les musiciens eux-mêmes, qui sont préoccupés par ce qu'ils vont faire eux personnellement, en fait. Et très vite, en fait, il y a ce discours que finalement, il n'y a pas surtout dans un quatuor, il n'y a pas de leader, en fait. Ça fonctionne dans la mesure où les gens écoutent l'autre, en fait. D'accord. C'est pas comme quand il y a une interprétation d'une symphonie où tu as un chef d'orchestre, un premier violon qui donne comment dire, le tempo de départ. Là, il y a l'expression que justement, c'est une musique qui se travaille ensemble, en fait, dans un partage. Et aussi une réflexion qui est intéressante, que l'harmonie, elle vient de la dissonance aussi. C'est pas parce que tu joues tout juste que c'est bon, en fait. Il y a plein de réflexions là-dessus. Mais finalement, à travers ces réflexions-là, on est plus en dehors d'un regard de l'idée de ce que je disais au départ, la vision du cinéma sur la musique. Parce que très vite, on filme les cordes, on filme les regards. Et là, du coup, ça fait plus téléfilm. C'est dommage parce que comment dire, les personnages qui jouent, les musiciens, c'est vraiment des musiciens. Donc, si D'accord. vous aimez la musique classique, vous allez vous régaler. En plus, j'étais dans une salle où il y avait le système surround. Alors là, c'est top. Et du coup, c'est vrai que je voudrais peut-être. J'ai pris un peu de recul par la suite quand j'ai vu le film, mais sur le moment, j'ai trouvé ça génial, quoi, parce que voilà, j'aime la musique classique, donc Ouais. voilà. Mais après, quand j'ai réfléchi en lisant des trucs et par rapport à ce que j'avais vu, effectivement, il y a des trucs qui sont un peu bancals, mais c'est quand même largement rattrapé par l'interprétation de Frédéric Pierrot, ouais, qui est vraiment dans l'écoute. Ce travail qu'il fait lui personnellement, de composition, en s'aidant de l'écoute des chants des oiseaux, l'écoute du bruit du fleuve, tout ça. Ah Il d'accord, écoute c'est beaucoup cool. la T'as pas nature, donc il y a un parce travail que là-dessus sur parce que dans l'oreille. la bande annonce, il y a un gag où en fait, il croit comprendre les différentes personnes. Alors il dit: «Toi, tu t'entends bien à une musicienne avec un autre». Je lui dis: «Mais non, on se déteste, Ouais, ouais. on se haït». Donc en fait, Ouais, ouais, en fait, sur le plan humain, il a pas l'air de bah, bien il a saisir. pas trop, mais après il comprend, le fonctionnement d'un quatuor, en fait. D'accord. Donc en fait, si les gens se détestent dans la vie, peu importe, mais en tout cas, sur le moment où ils jouent, ils doivent s'écouter, donc c'est toute une leçon d'écouter l'autre, tout ça. Un peu nous, comme on fait quand on parle du cinéma, on Ouais. écoute ce que dit l'autre. Bon, nous, on fait pas de la musique, mais quelque part, ça donne une certaine musique d'ensemble, en fait, finalement. Et là, je trouvais ça plutôt intéressant. Après, il y a des fonctionnements de personnes très différents. Il y en a une qui fonctionne avec les réseaux sociaux, l'autre pas du tout. Il y a une espèce de réflexion aussi là-dessus, sur les réseaux sociaux, et qu'il y a des générations qui comprennent pas cette culture-là, en fait. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Parce que c'est vraiment une culture qui s'est développée après les années 2000, et ceux qui sont nés bien avant, c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est que c'est pas vraiment leur langage, en fait. Tout, D'accord. donc il y a il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de thèmes. Ce qui justement me fait penser plus à un téléfilm qu'à un film, finalement. Tu vois? Où on part un peu dans tous les sens, même si le Frédéric Pierrot, c'est lui qui, par son jeu et par son regard sur l'interprétation de la musique, notamment la comparaison qu'il fait avec le nuage des tourneaux, en fait, où il y a pas de chef, en fait, mais ils arrivent à Ouais. s'organiser, à faire des formes. Enfin, c'est une musique visuelle, on va Mmh. dire. Bah, c'est dans la bande annonce aussi. Ouais, ah bah, bon. Donc voilà, c'est un peu ce que je te dis. Ouais. Mais le film est bien, hein, moi je trouve ça bien. Après, Et juste par il faut rapport aimer à quand tu aimes la musique classique, c'est bon, quoi. alors c'est un petit peu différent Ouais. tout le sujet, mais par rapport au film En fanfare qui est sorti l'année dernière, C'est qui pas du traite de tout la la même musique. approche, en fait. C'est très différent. Parce que dans Fanfare, il y a tout l'aspect relations sociales Oui, c'est très annexes, en marqué, fait. oui. Là La famille, enfin là, c'est un milieu social beaucoup plus homogène, ah c'est bah ça? là, c'est la musique sociale de musiciens. Les Stradivarius, déjà, il faut les payer, quoi. D'accord. C'est-à-dire que c'est 10 millions de livres sterling pour acheter
il y a un moment, il y a une vente aux enchères et justement, c'est là où elle va acheter le Stradivarius qui lui manque, en fait. D'accord. Non, non, Bon. c'est des gens des virtuoses, quoi. Donc on est dans un milieu social aisé où les problèmes économiques se posent pas du tout, en fait. D'accord. Oui, mais pas les Verduos, le film Alors qu'en anglais. fanfare, il y a cet aspect social, justement, parce qu'il parle aussi de tout ce qui est le chômage, enfin tout ça, il parle de tout ce qui se passe dans la région. Voilà. Et si on passait dans la banlieue, enfin, pardon, dans Paris, La Chapelle, ouais. quartier de la Chapelle, pour aller retrouver une petite communauté tamoule Ouais. qui est avec le film Little Jaffna, Little Jaffna. que tu as vu Je aussi. suis la seule à avoir vu. On est deux, en trois. On est trois, formidable. Incroyable. 4. Ah, Waouh, excellent. incroyable. Eh bien, c'est parti pour cette petite escapade. Est-ce que quelqu'un veut parler du film et dire ce que globalement, donner un petit résumé? Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai adoré. J'ai trouvé le début un peu poussif, mais vraiment les premières scènes où il y avait un petit peu de jeu d'acteur un peu cliché. Et puis, au final, le film commence un petit faux départ et ensuite il part sur des chapeaux de roue. Et vraiment, j'ai adoré être content, que ce soit la mise en scène, le montage, l'écriture. Euh, le développement des personnages, bon, disons qu'il y a un personnage, le personnage central, qui est un flic infiltré dans cette communauté tamoule, qui est tamoul lui-même, qui a une arc assez intéressante, et puis un personnage, un antagoniste, on va dire, qui est le grand méchant, le parrain un petit peu de la mafia qu'ils essaient de faire tomber, qui est très intéressant. Mais je sais pas, en fait, parce que moi ça m'a plu, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. On n'a pas de parti pris dans le film. À la fin, on peut trouver ce personnage formidable comme on peut le trouver absolument ignoble parce qu'il a un côté parrain, un côté gourou de secte, un côté entre guillemets terroriste. Il se drape dans des idéaux politiques alors que bon, on peut tomber dans son piège de séduction parce qu'il cherche à séduire les gens ou pas. Donc ça appartient au personnage de juger. Ben, Pas au personnage, à l'audience de juger. Non, protagoniste principal. non, à nous Ah non. les auditeurs. Bah, en fait, c'est pas clair le choix du réalisateur parce que il parle de son expérience personnelle, parce que c'est lui qui en plus qui interprète le personnage de l'infiltré. C'est un tamoul en fait, et ça aborde en fait à travers ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il y a Ce qui va se passer, c'est que ça va aborder une part de l'histoire du Sri Lanka à partir des années 70 jusque, je crois que c'est en 2010 où ça s'est arrêté la guerre civile entre les Tamouls chrétiens et les Sri Lankais bouddhistes en fait. Et donc c'était une minorité tamoule qui s'est vue éjectée en fait, comme c'est souvent le cas dans les pays indiens. En fait, il y a beaucoup de rivalités autour des religions et des cultures aussi. Et donc du coup, les tigres, lui, il infiltre un milieu de comment dire, de tamouls parisiens qui fournit de l'argent justement à ce groupe classé terroriste par l'Europe en fait. Et du coup, qui file de l'argent aux tigres tamouls pour la guerre civile en fait. Donc lui, il infiltre un milieu pour le déboulonner, quoi. Enfin voilà. Et donc on est un peu dans l'histoire des infiltrés de Scorsese, à part qu'il n'y a qu'un personnage qui infiltre. Il y a un Et, clin d'œil à la manière de filmer. Il y a un plan séquence avec la musique quand il ah rentre bah dans les oui. restaurants. Bah en plus, ouais, la manière de filmer, c'est Oui. emprunté au film de gangster, Oui, clairement. Enfin, voilà. Mais je trouve qu'après, le film part beaucoup plus sur le portrait de cette communauté. J'ai l'impression que c'est ça qui l'intéresse plus. Ouais, mais c'est insuffisant. Je trouve que les psychologues, la psychologie des personnages Oui. est travaillée de manière très insuffisante. Et du coup, on est autour de lui tout le temps, en fait. C'est lui le centre du film, quasiment. Ah, on voit le parrain, la mafia, ou un de ses hommes de main, Ouais, enfin, il la relation intervient. avec une Oui. fille, voilà. Le système d'exploitation des membres de la communauté par le chef de la communauté est quand même bien montré, quoi. Et ça montre bien le système d'oppression où on est à chaque fois. Lui, il fait partie d'un groupe qui est assez oppressif, assez fermé, qui est la police, pour se retrouver dans un groupe encore. Enfin, ça dépend de comment on juge, mais
qui se retrouve aussi, tout aussi oppressif et tout aussi presque carcéral dans cette communauté ouais, qui opprime les siens, quoi. Alors, moi, juste pour dire un truc, le film, j'ai trouvé plein de trucs intéressants dedans, mais ce que je trouvais par contre peu lisible, c'est ce que j'appellerais la méta, un peu ce qu'il y a autour, le contexte qu'il y a vraiment, les origines de tout ça. C'est donné à des moments, bah, on parle, on dit, il y a la communauté tigre, enfin, tu vois, il y a les tigres. Au début, on a tout un affrontement qui peut rappeler comment il s'appelle carrément du West Side Story, Bah, même, hein. Et il y a un peu cette vibe-là. Et en fait, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, mm. et parce que je trouve que le film, peut-être qu'il en parle, mais moi, il me l'amène pas assez. C'est tout le contexte qu'il y a, qui a mené Le contexte historique, tu veux dire? le contexte historique qu'il y a Bah oui. autour, peut-être, mais le contexte aussi qui y a autour de ce film, finalement, le Bah, il explique quand contexte. même que c'est pas mal d'orphelins qui sont réunis par ce parrain, en fait, qui est un peu le parrain de Nicholson dans Les Infiltrés. C'est pareil, bah, c'est le même genre de personnage. Pense défendre la vérité, mais en fait, bon, c'est des salopards. Ouais. Mais en fait, le truc qui m'a posé problème, c'est que il est pas Laurence, donc le réalisateur qui joue le rôle de l'infiltré, il ne résout pas son problème, en fait, dans ce film. C'est-à-dire, il résout pas, il est incapable de prendre position réellement, en fait. Il prend pas position, d'ailleurs. Oui, Et oui, donc, il mais résout pas sa problématique personnelle, en fait. Et alors que c'est un autoportrait quand même, c'est quoi. en fait, c'est Il ambigu. interprète son personnage, enfin, je veux dire, c'est très confus, en fait. C'est très, bah, moi, je trouve que c'est problématique, si. Parce que quand on n'arrive Ben, pas à choisir, bah quand non, on est dans un justement, cas c'était de pas un conflit. souci, justement, parce qu'à des moments, tu peux pas choisir. Il y a pas de choix possible. Dans tous les cas, tu as un mauvais choix. Je Donc pense pas. non, je pense, bah si, je pense que si. C'est Moi, je justement, pense que. c'est bien de montrer le dilemme cornélien Bah, auquel juste. il fait face, parce que bon, il y a encore un truc qu'on n'entend pas parler, c'est ses parents. C'est un orphelin. Ouais. Il est élevé par sa grand-mère et je vais pas spoiler le film Mm. parce que voilà, faut vraiment aller le voir. Hein. Ouais, j'encourage vraiment les gens à aller le voir. Et Il y a juste un l'histoire, background avec son père, il quoi. y a un gros background avec son père et ça explique pourquoi il prend pas de décision. Ça explique totalement. En même temps, il travaille pour la police, donc bon, quelque part, c'est les autres qui prennent des décisions à sa place, quoi. C'est ça qui est assez tragique, finalement, parce que c'est sa propre histoire et finalement, c'est la police française qui prend les décisions à sa place. Ce qui est encore plus tragique, je dirais. Enfin, et moi, je trouve que le film est relativement plat, en fait. Il n'invente rien de particulier, il raconte une histoire. C'est intéressant parce que tu apprends des choses sur l'histoire du Sri Lanka ou des trucs comme ça, ou ce qui se passe dans ce quartier de la Chapelle, mais après, franchement, d'un point de vue inventivité, c'est zéro, hein, franchement. Oh, tu dures. Ah non, non, j'aime bien être dur, moi, C'est parce que j'en ai dur. marre. Je me tape C'est 2 heures de film, et je me dis: «J'ai déjà vu ça plein de fois au cinéma, c'est bon, quoi». Enfin, voilà, quoi. Ah oui, clairement, je suis pas du tout d'accord avec toi. Justement, ça montre parfaitement le dilemme que plein de gens doivent faire face à vivre en France dans des communautés un peu qui peuvent se montrer à la fois oppressives, mais à la fois être un soutien. Non, je pense que non, c'est une excellente métaphore Après, moi, à laquelle beaucoup d'immigrés vont pouvoir, peut-être, j'en sais rien, je ne peux pas parler à après, leur place, mais vont pouvoir ouais. s'identifier. Après, peut-être c'est aussi je trouve que c'est un côté hybride entre vraiment des références de films de gangsters, Mm. des éléments de Bollywood. Est-ce que voilà, cette intégration entre différentes cultures, à la fois nationalité, milieu culturel, ce type de cinéma, je veux dire, tout ça se confronte. Et c'est vrai que c'est difficile entre ce qui est voilà, de vécu du personnage, vécu du réalisateur, message du film. C'est vrai que je trouve que voilà, le film s'ouvre avec comme ça des notes typographiées, ça fait vieille machine à écrire comme ça, qui donne un côté très documentaire. Ça fait oui, un peu thriller, un Voilà. peu thriller policier, quoi. Alors que je trouve la sensibilité aux différents personnages, à cette communauté, les relations du parrain, avec les gens de son équipe, le presque fils adoptif, la relation avec le côté presque Roméo et Juliette. Enfin, si vous avez aimé Le Voilà. Parrain de Coppola, vous allez aimer. Hein. Enfin, moi, je pense. C'est- Moi, je trouve qu'il y a un côté Parrain de Coppola. Ouais, mais je trouve qu'il y a certains films de Bollywood qui connais pas. sont, voilà, qui ont un peu plus de moyens. Puis, en plus, qui sont cités, ils citent, voilà, certains, on les voit à un moment voir un film indien, et là, ils y vont dans la démesure, ils y vont à fond. C'est pas RRR de SS Rajamouli.
on en est loin, 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 loin. Mais voilà, Est-ce que les films sri-lankais ont autant de moyens que les films indiens? Je sais pas. Ah, Donc ce film est finalement entre la trilogie Apu et entre SS Rajamouli. Il est au centre. ce serait plus proche de Gang of Wasseypur, Ok. là, en trois films. Je suis très partagé, moi. Je suis entre vous deux. Mais c'est intéressant d'avoir Oui. justement des avis très divers. Voilà. Moi vraiment, comme je disais, le point, c'est qu'une portion de contexte qui, je pense, qui est liée fortement au fait que le réalisateur est très plongé dans cette histoire-là. Et moi, ça me rend moins accessible à cause de ça, ce qu'il dit. Et voilà. Et c'était tout le seul point qui globalement me gênait un peu dans le film. Et voilà. C'est vrai que c'est qu'au cours du film qu'on découvre que tous les exilés, en fait, sont chrétiens. Oui. On ne le comprend pas. On a l'impression que non, mais c'est pas dit au tout Oui, mais c'est pas. T'es tamoul, en fait. Oui, mais quand tu le sais pas, tu Là, le ils le découvres disent, quoi, à un progressivement. Tu moment le vois donné. par la grand-mère. Ah, ils le disent. Tu vois quand qu'ils vont tous Les choses dans sont une dites, église. mais pas forcément suffisamment clairement au début. Voilà. Donc que c'est ça qui est le moteur Au début, de la gastronomie. je nageais un peu, c'est vrai, parce que je connaissais pas cette histoire-là, en fait. Après, je pense que ceux qui ont suivi les actualités, ils étaient au courant, ils connaissent déjà. Moi, j'ai pas suivi l'actualité du Sri Lanka depuis très longtemps parce que ils abordent. Ouais. Enfin, là-bas, il y a encore dans l'actualité, il y a des trucs qui résonnent. C'est par exemple la confrontation entre l'Inde et le Pakistan, quoi. Enfin, Enfin, d'accord. 2008, fin. D'accord. Oui, la fin de la guerre, non, c'est fin année 2000. Là. Entre les Tamouls 2008, et les Sri 2008, Lankais, en fait. 2008. D'accord. Ah non, ceci. Ah ouais, moi j'ai retenu. En fait, la fin du conflit entre Tamouls et Sri Lankais, c'est 2018, d'après ce que dit Mathilde. Bon, D'accord. Ouais. Non, mais des fois, Bon, ça arrive qu'il y ait alors, cafouillage. Mathilde disait depuis tout à l'heure, c'est 2018, du coup, je sais pas si les auditeurs comprennent. Je viens ce qu'il d'expliquer, en fait, c'était Ouais. la fin du conflit, en fait. Et est-ce qu'on passerait pas au film suivant? Si vous voulez. Donc, le film suivant dont on a déjà un peu parlé dans l'émission, qui est Sinners. Sinners, ouais. On va en parler en 5 minutes parce que tu l'as rattrapé entre-temps, Sylvain. Et je te laisse en parler, du coup. Moi, juste ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu as dit. Tu voulais commencer? Non, je t'en prie, vas-y. Non, juste moi, ce que je voulais rajouter, par rapport à ce que tu avais dit, Vincent, la semaine dernière, que oui, moi j'étais très marqué par la place de la musique, Ouais. vraiment, qui est le film, il y a vraiment deux parties, une première partie, une première heure, où vraiment on a le portrait de cette communauté, où on introduit différents musiciens, où on prend le temps de les écouter. Et le rapport entre la musique, la virtuosité en musique et Oui. l'au-delà aussi. Et là, Il y a ce voilà. regard, Et le film, après, part vers un côté fantastique, avec une sorte de démon, vampire, c'est dans la bande-annonce, on ne va pas trop spoiler, qui en fait, je trouve, est un blanc irlandais qui fait clairement de l'appropriation culturelle. Oui, bien sûr. C'est ça. Il y a l'évocation de la ségrégation, Oui. mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est-à-dire qu'on est Et- essentiellement dans le milieu noir, quand même, dans le film. Et c'est ça qui fait la différence par rapport à d'autres films là-dessus, je trouve. Oui, oui. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que vraiment, je trouve qu'on sent que pour eux, c'est de l'appropriation culturelle, c'est que le vampire blanc dit, mais si, venez avec nous. Après, de toute façon, on sera tous ensemble, il n'y aura plus de racisme. Sauf que c'est quand même lui qui dirige. Ouais. Oui, c'est le système de la domination, en fait, impériale, en fait. Il y a l'empereur et puis les sujets. Donc voilà, moi je trouvais que c'était en fait cette première partie, j'ai l'impression qu'elle était plus le corps du film, qui intéressait beaucoup plus le réalisateur que le film de genre d'action, de vampire, Et après, voilà, ça bascule, ouais. qui est traité de manière, je trouve, un peu plus expéditive. Et que moi, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que il y a énormément de flashbacks. On nous montre des éléments. Le film commence par un flashback. On a le film commence par la fin, donc on sait qui a survécu. Ah oui, presque. exactement. Et le film après a pas mal de petits flashbacks pour se dire voilà tout ce qui risque de se passer. Ouais, tu veux dire, il y a le côté explicatif, tu vois. Je suis surpris qu'il annonce plein de choses qu'il fait. Et c'est encore plus souligné par la fin, où il y a 2 scènes post-génériques. Une scène qui se passe certain temps après, et une scène qui est vraiment après le vrai générique
Donc, clairement le clin d'œil de Mais c'est musique. souvent les films américains de ce genre, il faut Ouais, toujours mais le deux point scènes. final, c'est dur, hein. Ah oui, mais 2 scènes Ouais, ouais, post-génériques. ils ont du mal avec le point final, surtout le film Vraiment. dure bien 2 heures, en fait, Ouais, hein. ouais, 2 heures, presque C'est 2 heures et pas les demie. films parce que les films dont qu'on a vu avant, c'est vraiment des films plus courts, 1 heure et demie. Voilà. Mais voilà, voir un film qui met autant au corps du blockbuster, qui met autant comme ça en place la musique, avec le plaisir d'écouter du blues. Et puis le regard noir sur la ségrégation, en Oui, fait. oui, C'est oui. pas un regard blanc, en fait. Oui, oui, ah oui, oui, Et c'est ça vraiment c'était clair. Oui, particulier oui, qui oui, m'a vraiment oui, et qui change totalement la donne, en fait, par rapport à ce oui, qu'on a l'habitude de voir sur ces films-là. oui. Bah, je Et voulais dire des choses que ouais, tu as ouais, ouais. peut-être pas dit ou que je. Tu sais, je suis Ouais, entièrement ouais, d'accord bien avec sûr. toi, voilà. Donc je voulais juste ajouter Et ces quelques choses-là. pour le truc, en termes de jugement de qualité, je trouve que c'est un film qui fonctionne bien malgré tout et qui, moi, je suis sorti de ce film, je me dis: «Ça m'a apporté plein de trucs». Alors qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont bancales, le retour en arrière, expliquer, mais ça, c'est souvent dans les films, les blockbusters américains, on n'explique pas. On a besoin il faut que le spectateur, il comprenne tout, en fait. Mais en même temps, du coup, le glissement dans le côté film genre, bah, au début, je me dis: «Tiens, c'est étrange» et puis finalement, c'est cohérent quelque part. Ouais, enfin, j'aurais été curieux de voir ce qu'aurait fait Ouais. un Sud-Coréen comme Ah oui. Park Ou Chan-wook, même, Bong Joon-ho. je sais pas, Voilà, c'est sur le David même. Peel, c'est ça tu disais? David Peel, Jordan Peele. Jordan Peele, C'est Ouais. pardon. Ouais, Jordan Peele, je confondais avec un acteur anglais, Voilà. David Peel. Ouais, ouais. Ouais, comment dire, Jordan Peele qui est le producteur, mais Oui. c'est pas lui qui a Non, réalisé non, le c'est Ryan film, en Coogler, fait. c'était qui vient de chez Ouais, Marvel, qui voilà. a réalisé entre Je me autres demande ce que ça un aurait donné vol. si c'était, Jordan Peele qui l'aurait réalisé. Non, Mais ça, on saura jamais, quoi. Je pense que c'est pas son genre de film, en fait. ça aurait été plus Plus tordu. fantastique, Oui, peut-être. Et voilà, moins inscrit dans la réalité sociale de l'époque, en fait. peut-être. Ça se passe, Années 30, années 30, c'est ça, ouais. essentiellement années Ouais, 30. ouais. Pendant Ouais. la Prohibition. Oui. Parce que justement, ils évoquent ça dans le film. Est-ce qu'on est bon pour le film? Et on va passer maintenant à Les Indomptés. Ah ouais, les Indomptés Donc, que que je tu as suis vu, seul à Vincent. avoir vu. Donc N'hésite là, pas on à est faire coucou à la caméra. un coucou, oui. Étrange. Que dire? Les Indomptés, oui, bah, ça se passe aux États-Unis, 54 après la guerre de Corée. Donc il y a toute une partie qui explique un peu enfin, qui parle de l'Amérique de cette époque-là. Une Amérique qui vante, quand même le confort matériel comme étant, l'obtention du bonheur, on va dire. Ou, l'Amérique qui se permet tout, en fait, puisque c'est qui est quand même dit clairement que et à travers les livres d'histoire, c'est souvent dit comme ça, que c'est, l'Amérique qui a mis un fin à la guerre. Alors ce que c'est pas totalement vrai non plus, mais bon. Et On est sur la Première ou Seconde Guerre mondiale? la Première Guerre mondiale, Première par Guerre exemple. mondiale. Notamment à travers la bombe atomique, en fait. Ce qui est un regard très Ah, différent. seconde. Ah ouais, la Seconde Guerre mondiale, pardon. Ouais, parce que là, ça se passe en 54 et justement, il y a cette Amérique montrée à travers, justement, l'histoire d'un couple un peu recomposé de frères de 2 frères et d'une femme. Il y a une image qui est assez forte dans le film où, sur l'image où, l'Amérique toute puissance qui se permet tout et qui dit clairement qu'à travers le bonheur matériel, heu et le progrès technique et technologique, on va atteindre le bonheur. Et justement, à un moment, il y a une vision comme ça, où, les gens regardent une explosion nucléaire comme si c'était une distraction. Donc ça parle vraiment de l'ambiance qu'il y avait aux États-Unis à l'époque, alors qu'en fait, de l'autre côté du Pacifique, au Japon, c'est pas du tout vu comme ça, en fait. C'est justement ça a amené une réflexion sur, l'homme qui se permet tout, le hors limite, et les problématiques qui se dégagent à travers l'utilisation de l'atomique, en fait. Donc du coup, ça, c'est intéressant. Et ça m'a fait penser à un truc aussi, c'est que ce qui est ce côté paradoxal, c'est de voir quelque chose, de voir, cette fleur du mal, en fait, qui est de l'explosion d'une d'une bombe atomique, heu le paradoxe entre dans l'expression «la fleur du mal», en fait. C'est-à-dire que ces fleurs, c'est assez beau, tout ça, enfin et en fait, ça représente le mal aussi. Donc c'est et le film peut être résumé très bien avec cette image-là, je trouve, de la fleur du mal, en fait, ou la fleur du mal. Et bon, le film est intéressant. Malgré cela, je trouve que c'est assez banal dans le traitement. Il y a on comprend les thèmes, mais du coup, le jeu est je rigole. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Bon, c'est pas Tout grave. va bien, C'est pas grave, continue. bon. OK, d'accord. On retrouve bien l'ambiance des années 50 avec les fringues, tout ça, mais le jeu est beaucoup trop lisse des acteurs, malheureusement. Il y a une actrice qui fait ré derrière enfin, directement référence
au personnage de Nathalie Wood dans ces films-là de l'époque, qui lui ressemble un peu d'ailleurs. Donc, je pense que il rigole comme ça. Arrête pas, qu'est-ce que putain, rigole. Ouais, ouais, fais la gueule, fais la tronche, c'est mieux. Non, désolé. Et donc, du coup, ouais, Les Indomptés, que dire? Ça aborde des sujets intéressants. Le traitement peut être intéressant d'une certaine façon, mais le jeu est beaucoup trop lisse. Et du coup, c'est un film assez banal dans la forme, en fait, je trouve, en termes de recherche. Mais ça peut être intéressant à voir si vous voulez voir. Notamment l'acteur qui joue le rôle de Julius, je crois qu'il est très connu. Il a joué Elvis, je crois, dans un autre film, je sais plus. Voilà. Mais C'est Austin Butler? il sait, ouais, je sais plus. Non, c'est pas lui. C'est un autre il y a eu deux films sur Elvis. Il y a eu celui-ci, puis il y a un autre avant. Il y a un côté belâtre. Ouais, un côté belâtre un peu, je sais pas. Bon. Et si on passait au film suivant? Ouais. Donc, film suivant, Comment devenir riche grâce à sa grand-mère. Donc, film que j'ai vu moi, que je suis le seul à avoir vu, je crois. Donc, c'est un film chinois. En tout cas, ça parle en chinois dans le film. Je crois qu'il y a peut-être autre chose que de la Chine parce que ça parle de deux langues dans le film. J'ai pas trop suivi sur ça. Mais en gros, globalement, ça parle d'un Au petit Japon? fils qui est. Alors, en tout cas, il parle en chinois, donc je sais pas. Ça serait bizarre que ça soit au Japon, mais pourquoi pas. D'accord. Euh, du coup, il y a la grand-mère qui, au tout début du film, est avec plusieurs personnes de sa famille, donc son fils, il me semble, et quelques autres personnes, et qui vont à l'enterrement de quelqu'un. Alors, je crois pas que c'est encore le mari de la grand-mère, mais bon, peu importe, parce qu'il meurt aussi dans le film, c'est rigolo. Euh, Non, c'est pas très rigolo, c'est ça. Et on va, c'est pas l'élément le plus important du film, ne vous inquiétez pas. Et en fait, cette grand-mère, à un moment donné, quand elle va mettre des pétales de fleurs, parce que son petit-fils le fait pas bien, elle va tomber, et c'est à ce moment-là qu'ils vont s'apercevoir qu'elle est atteinte d'un cancer. Voilà, donc ça Film paraît thaïlandais. thaïlandais, voilà. Ok, donc il y a du thaïlandais et du chinois dans le film. Ok, ça doit être ça. Du thaï, du coup. Donc, on est donc dans un contexte où le, le, le garçon, donc le petit-fils, va se retrouver à faire des petits, à travailler chez lui, mais un peu comme nous on fait là actuellement du stream. Lui, il fait pareil, mais il va en faire son activité. Et il fait du jeu vidéo. Pour le coup, ben, ce qui est adapté hein, pour du équivalent de Twitch, donc c'est vraiment l'équivalent de ça. Pour gagner sa vie. Pour gagner sa vie, sauf qu'il gagne pas sa vie, il a très peu de viewers. Abonnez-vous. Euh, N'hésitez pas, c'est en dessous, tout ça. Euh, et, euh, et bon, il voit quelqu'un d'autre qui s'occupe, donc une fille qui s'occupe de son grand-père en l'occurrence, qui s'occupe de lui et qui arrive bien à gagner sa vie. Et on apprend qu'elle n'a pas qu'une activité, mais bref, je vous laisserai regarder le film pour vous donner votre propre avis. Et du coup, il se dit, ah ben ça pourrait peut-être être quelque chose de bien de faire ce type d'activité, et il décide de s'occuper de sa grand-mère. Voilà. Donc je dis pas, j'essaye de vous mettre sur une piste, mais vous verrez bien si c'est ça à la fin. Et en gros, il va se tisser quelque chose, vous voyez, vous imaginez le truc entre la grand-mère, le petit-fils, et en fait, il n'y a pas que la grand-mère, le petit-fils, parce qu'il y a tout un tas d'autres personnes de la famille qui gravitent autour. Le fils qui travaille, la femme du fils qui a pas de lien avec la grand-mère, un autre de ses fils qui a des problèmes financiers. Enfin, il y a tout un tas de choses qui gravitent, ce qui agrandit un peu le contexte de l'histoire. Alors le film arrive à aborder quelque chose d'un peu complexe d'un point de vue drame, mais tout en ayant plein de quelques petits moments d'humour quelques petits moments de vie, etc., qui font que ben, le film est plutôt bien rythmé et rentre pas dans un truc hyper lourd tout le long. Au contraire, il reste assez léger grâce à ça. C'est ça qui est vraiment intéressant là-dedans. Et on voit, on voit vraiment les intérêts de chacun de ces personnages de cette famille euh, et l'attention qu'ils portent aux autres et ce qu'ils recherchent eux. C'est-à-dire un portrait psychologique est plutôt réussi, quoi. Ouais, ça marche Ouais. plutôt, c'est plutôt bien fait et je pense que c'est intéressant parce que ça montre un peu le fait que ben, même en étant dans la même famille, ben, on n'a pas les mêmes intérêts, mais on peut quand même arriver à coexister et des fois on minimise aussi certains intérêts. Enfin, il y a cette idée-là derrière dans le film qui est plutôt intéressante.
Ce qui en fait plutôt, globalement, tu disais qu'il n'y avait pas de bon film cette semaine. Bah si, il y a encore un bon film à l'affiche, en tout cas. Allez le voir. Mhm. Moi, je pense que c'est intéressant. Le film est peut-être un peu long, quand même, malgré tout, parce que je crois qu'il dure quand même 2 heures et quelques, il me semble. Mais ça passe bien, c'est plutôt bien rythmé. Et qui est le réalisateur? Parce que de films thaïlandais, on n'en voit pas beaucoup. Pat À part Bo- le cinéaste Apichatpong Veerasettakul, celui qui avait fait Uncle Bobby. Bonitipat, Pat Bonitipat. Ouais, Ah, d'accord. ouais. Ouais. Ce que j'ai vu, c'est vraiment, ça a hyper bien marché. C'est le plus grand succès cinéma thaïlandais en Thaïlande. D'accord. C'est vraiment un truc qui est populaire là-bas, quoi. C'est pas juste. Et ben, ça marche aussi ici. Ouais. Et c'est. Et en plus, on revoit des films un peu chinois en ce moment. Et Asiatique, le ouais. fait de. Oui, mais il y a aussi du Oui, c'est chinois dans dans la communauté qui est, chinoise. qui est- Ouais. qui est parlé dans la langue du film. Et en fait, le truc, c'est que par rapport à un film plutôt chinois, bah, il y a quand même des légères différences, même si ça reste de cette inspiration-là. Mm. Donc, on voit des ponts, en fait, avec, et on voit des différences aussi. Et c'est plutôt cool parce que ben, ça permet de voir autre chose de ce qu'on a l'habitude de voir. Et Mm. c'est assez loin de ce que moi j'ai pu voir dernièrement dans du cinéma hongkongais aussi, donc c'est intéressant. Ouais, mais c'est peut-être pas le cinéma asiatique d'art et essai qui s'exporte en Occident, c'est peut-être plus le cinéma que en Thaïlande ils aiment voir, en Chine. Mais en tout cas, ça ressemble à de ce qu'on fait en art et essai en France, en l'occurrence, ok. pour le coup. D'accord. C'est pour ça que je posais la question si c'était pas Apichatpong Veerasettakul qui lui a. Ah ouais, il a eu la Palme d'Or pour Uncle Bobby, celui qui se souvient de ses rêves. C'était fin année 2000. Tim Burton lui avait remis la Palme d'Or pour ça. Et puis il avait sorti il y a 2 ans un film Memory que je ne sais pas comment ça a fini. Je me suis endormi avant la fin. C'était pas possible de pas s'endormir. Ouais, c'est ça, c'est un certain public assez élitiste Ah bah en c'est à sa Europe qui aime place. ça. C'est le genre de film qui a sa place dans un salon d'art contemporain, pas dans un état de cinéma. On reste dans un film qui finalement est plus dans un drame. Ouais. En fait, on dit souvent comédie dramatique, quand la comédie, des fois, elle prend un peu plus le pas sur le drame, tout en restant dans du drame. Mais là, on est presque plus dans de la dramatico-comédie, où on allège la partie drame grâce à la comédie. Je sais pas si Ok, on voit ouais. l'idée. Mais ça reste dans quelque chose d'assez classique en termes de film, hein. Il y a pas de truc par rapport à ce qu'on fait en France. C'est totalement dans ce qui se fait, et dans ce qui se fait dans plein de pays d'ailleurs, parce que le drame est un des genres les plus qu'on a le plus, quoi. Ok. Voilà. On va passer maintenant aux films d'avant, aux films Film de vent. qui ne Ah. sont pas de cette année, qui ne D'accord. sont pas à l'affiche C'est reparti ou à l'Institut Lumière. ni des sorties de la semaine, puisqu'on va passer à un film qui s'appelle Infernal Affairs, qui a inspiré notamment Les Infiltrés de Scorsese, et ça nous permettra d'ailleurs de faire la transition avec la rétrospective de Scorsese. Donc, Infernal Affairs, ça parle globalement d'une sorte d'affaire d'espionnage, finalement, Infiltration. d'infiltration. De double infiltration. C'est ça, de double infiltration entre des policiers et une sorte de mafia, on va dire, pour faire simple. C'est une triade. C'est ça. Donc c'est assez classique finalement comme scénario de départ. Et ce qui est intéressant, parce que sinon ça serait nul, c'est que bah, justement les taupes ne se reconnaissent pas dans le film, du moins tout de suite. Alors, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu Les Infiltrés, mais j'ai vu Infernal Affairs hier avec Vincent. Le film a pas mal un peu un côté parfois clipesque, où au début il démarre, il fait des plans où il arrive tout d'un coup sur un autre plan avec des gros plans. Enfin, il y a tout un tas de jeux qui sont un peu de l'ordre du clip, j'ai l'impression, dans le film, qui rend un certain dynamisme pour introduire notamment les personnages. Donc voilà. Et après, il y a quand même un dynamisme qui transparaît encore jusqu'au bout du film, du coup, qui peut être un peu qui rappelle un peu une mise en scène qui peut être entre de la série B et entre un film un peu plus travaillé. Je sais pas si vous avez cette même avis. Cinéma, c'est un peu le cinéma de genre asiatique, en fait, très efficace, avec beaucoup d'ellipses, en fait. Hongkongais, ouais. Très Ouais, mais aussi. asiatique aussi, parce qu'en Corée aussi, il y a le même genre de film. Ouais. Il y en a beaucoup dans toute la région, en fait, ce genre de film. Parce que Ah. nous, on a un peu laissé tomber le cinéma de genre. Nous,
On est moins dans le genre depuis pas mal d'années. Alors que dans ces pays-là, on est vraiment dans un cinéma. L'industrie du cinéma, en plus de ces pays-là, n'est pas du tout la même qu'en Europe, en fait. Il y a beaucoup de productions, pas forcément toutes de bonne qualité, mais bon. C'est presque un Hollywood à part, en fait, l'Asie, hein, en fait, par rapport au cinéma européen et Hollywood lui-même. Mais ce qui est intéressant, peut-être dans ce film, c'est surtout, on pourrait faire la comparaison entre les deux, parce que les deux sont intéressants. L'original et le remake sont intéressants pour d'autres raisons, en fait. C'est-à-dire que l'original, il est efficace dans la durée. En fait, dans les deux films, l'histoire est la même, en fait. Après, la différence, c'est que dans l'Internal à la fin, il y a eu trois opus, en fait. Oui. Donc, il y a certainement des. J'ai pas vu les deux autres, mais Moi, je pense qu'il doit y avoir des flashbacks, alors, des retours. Enfin, moi, je les ai vus, ouais, mais on pourra en parler après si ouais, vous ouais, bien voulez. sûr. Et donc, du coup, le développement d'histoire est pas la même, en fait, et même la psychologie des personnages n'est pas travaillée de la même façon du tout, en fait. Déjà parce que la réalité sociale et historique n'est pas la même, que ce soit à Hong Kong ou Aux aux États-Unis. États-Unis. Donc mais dans les deux cas, en fait, ça fonctionne parce que le système de l'ellipse dans le Infernal Affair n'existe quasiment pas comment dire, dans les Infiltrés. On suit l'action comme les personnages avec toute un background des personnages ou même des situations. Il n'y a pas forcément dans l'Infernal Affair où c'est très vite abordé au début et ça va très vite. Et du coup, moi, quand on voit le film, en fait, on suppose certaines choses qui se vérifient à la fin, en fait. Alors que dans Les Infiltrés, tout est assez vite expliqué. Par contre, il y a un talent net à mener l'action. Enfin, le portrait psychologique de Nicholson extrêmement travaillé, un peu comme si c'était Méphistophélès, quoi. En gros, c'est le diable Oui, qui. non, alors, c'est une grande différence Ouais, entre les deux films. ouais, exact. C'est que le parrain dans le film Ouais. hongkongais est peu présent. Peu traité en termes de portrait, Voilà, en c'est fait. pas, voilà. Et chez Scorsese, voilà, ça devient Bah, ça devient un le centre, monstre. hein, le centre Voilà, quasiment du film. oui, Enfin, il vampirise presque le ouais, film, ouais. alors que Bah, ce qui en fait un film un peu plus faustien que Les Infernales Affaires, où là, on est plus dans l'enquête policière, en fait, pure et dure, en fait, parce que c'est vrai que c'est un genre à Hong Kong qui est très prisé, en fait, le policier. Mais on est presque plus dans du Melville, finalement, je trouve. Parce qu'on sent l'influence de Melville, ouais, pas mais- sur tous les plans, parce que c'est pas la même qualité d'influence que les films de John Woo ou de Stewart, où là, vraiment, on sent que les mecs, ils ont un regard de cinéaste, vraiment. Là, on est plus dans un film de genre, en fait, mais qui est très bien ficelé, qui n'est pas d'une très grande qualité, je trouve. Et par contre, les personnages des deux infiltrés sont intéressants, notamment parce qu'ils expriment pas forcément autant de choses que ceux dans comment dire, le film américain, où il y a beaucoup d'expressions sur leur histoire, tout ça. Là, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de silence. Ce qui est intéressant aussi, on n'est pas obligé de tout dire, mais finalement, ces non-dits fonctionnent bien, en fait, dans le premier, des non-dits qui n'existent pas vraiment dans le deuxième, en fait. C'est très différent comme approche. Ah oui, ils sont très C'est différents. Et puis le Infernal Affair, c'est relativement court. Ouais, c'est Il fi- 1h40. fi- D'ailleurs, ouais. ils se sont trompés. Et non Ouais. pas 2h31, Ouais, voilà. comme c'était marqué dans l'intro. Alors, juste pour dire, sur les deux films suivants qu'on va faire, qui sont vraiment assez différents du premier, parce qu'à la fois, ça se passe bien avant, et ça développe en fait tout le contexte en fait qui va mener au film, et vraiment avec des narrations vraiment assez différentes entre les trois. Donc, moi, j'avais vu les trois, c'était au Festival Lumière, je peux dire, en 2021 ou 2022. Je les avais à la suite. Non, ça s'éloigne encore plus du Scorsese, franchement. Ah ouais, dans Donc, le traitement, tout ça. ah oui, c'est vraiment très, très, très différent. Quand tu disais l'aspect clip, c'est l'aspect un peu ce qu'il y a aussi dans le cinéma asiatique, avec beaucoup de silence aussi. Il y a beaucoup de silence et un cinéma basé sur l'esthétique, en fait, les mouvements de caméra qui enveloppent les personnages, un peu comme pour la caméra qui suit les personnages dans les clips, en fait, hein. C'est très formellement, c'est très lié à ça. T'as l'usage de la plongée, contre-plongée, Ouais, ouais. qui est pas mal présente Ouais, ouais. aussi dans le film, pour faire Ouais. notamment sur les immeubles, Ouais, on ouais. voit un peu ces Ouais, passages-là ouais. aussi. Qui donnent des plans qui sont assez iconiques. Et qui sont qu'il y a vraiment ça très aussi dans Limbo. Il y en a des beaux plans comme ça dans Little Jaffna. Bon, bref. Je veux défendre ce film. Non, mais j'étais un peu dur, c'est vrai, tout à l'heure, mais bon, il fallait aussi qu'il y ait un débat contradictoire, sinon c'est pas marrant, en fait. Euh, On mangera un bout de gâteau après. Non, mais après, le truc, c'est le truc
Je sais plus ce que tu disais tout à l'heure sur les infiltrés, tu Non, disais? j'ai vu la Ah oui! plongée contre plongée. Ouais, les trucs de plongée, il y a aussi dans Limbo aussi, il y a ça, avec des visions à la fois très proches et très éloignées de la ville, où tu vois les séparations dans la ville, en fait. Ouais, bah, c'est aussi un film hongkongais. Ouais, c'est ça, ouais, justement, c'est une manière de filmer, en fait. Ah Et oui, City là, of City Darkness of aussi, Darkness. Ouais, mais là, avec les mêmes réalisateurs que on Limbo. est vraiment dans un labyrinthe, là, dans City of Darkness. Mais voilà, bon, Voilà. il y aurait Quoi plein de dire choses de à dire, plus? mais Il bon, y a il y a plein de pas. choses. Il y a 2 autres opus à Infernal Affairs. On a parlé en même temps des Infiltrés, donc moi je vous propose qu'on passe à Mean Streets. Ah, Mean Street, donc on continue sur Scorsese, en fait. Le Et, troisième film de Scorsese, je crois, ou le quatrième. et ben c'est parti sur Mean Street que tu as vu, Vincent, Ouais, mais c'est tu l'as pas vu non plus. bah, c'est ce qui va être un peu le point de départ. Je sais pas si Robert De Niro a joué dans un film 69-70 avec Martin Scorsese, je sais plus. Who's Knocking at my door, je sais plus s'il jouait là-dedans. Mais en tout cas, c'est ce qui va entamer, c'est le début de la collaboration entre Scorsese avec Ethel et De Niro, qui va se poursuivre sur pas mal de films parce que De Niro, il a tourné, je crois, dans 9 ou 10 Scorsese et avec Ethel dans 6 ou 7. Donc c'est le film de base en fait qui montre aussi comment dire qui montre où il parle de sa vie à lui, Scorsese, c'est-à-dire sa vie dans la rue à New York en fait. Donc le film est vraiment tourné au plus près des personnages, un peu style documentaire d'ailleurs souvent, la rue de New York. Enfin, je crois que c'est filmer la rue, je crois qu'il n'y a pas eu mieux que Scorsese, franchement quoi. Et peut-être La Fièvre du samedi soir, si il y a des séquences Alors, dans. si je me trompe pas, il paraît que c'était peu tourné en fait à New York. Il Ah a tourné bon? essentiellement à Los Ah bah Angeles. d'accord, d'accord. Donc, Bah, en tout cas, on a l'impression que c'est à New York, en oui, fait. oui, non, mais c'est C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment qu'il a recréé un univers bah, c'est urbain de la New York, enfin, conf. comme nous on l'imagine. Moi, j'ai jamais vécu à New York. Et du coup, c'est sûr, on est lié par leur regard sur, sur New York parce que je vois pas. C'est juste qu'on sent quand même que tout est lié à la vie quotidienne dans la rue, en fait, les bars, tout ça, les milieux de la nuit, la mafia, enfin, les prostituées, enfin tout quoi. Tout y est. Mais c'est un univers qu'on retrouve aussi dans La Tombe ouverte. On voit la vie dans la rue, enfin, un univers très populaire. D'ailleurs, ce qui fait vraiment le propre du travail de Martin Scorsese, à part peut-être dans Le Temps d'innocence ou d'autres trucs où il parle d'autres milieux en fait. Mais dans beaucoup de ses films, il parle du milieu populaire, de cette jungle urbaine en fait, qui est bon, dont comment dire, le personnage de Travis parle dans Taxi Driver d'ailleurs, parce que tout son propos est lié à ça, à la jungle urbaine, à ce qui l'attire et ce qui le dégoûte en fait. Il y a, pardon. Alors dans le chat, ça dit c'est le prémisse de la future façon d'efféminer, c'est ça, j'arrive. D'affirmer, De filmer, pardon, de filmer Ouais, de ouais. Taxi Driver. Ouais. Et en plus, ouais, LA, bah, je ne savais pas, on a vraiment l'impression que c'est à New York, donc c'est ça qui est intéressant, c'est il est vraiment attaché à son histoire New York et comment dire, on va dire le fait, le summum de ça dans sa carrière, c'est le film New York, New York, où là, ça devient une comédie musicale et tout. Superbe d'ailleurs. Mais non, c'est vraiment intéressant parce qu'on sent vraiment qu'il est novateur dans la manière de tourner, caméra à l'épaule, caméra fixe, enfin, c'est tout quoi. Et, et un style qui est repris maintenant beaucoup dans le cinéma d'ailleurs. Tourné en 27 jours avec un petit budget. Excellent. C'est ça qui est intéressant. Donc du coup, voilà, excellent. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, jusqu'à même l'utilisation de film 8 mm dans le film. Donc il y a vraiment un travail aussi sur montrer la fabrication des films. Du coup, ça doit être l'histoire très des films. surexposé sur du 8 mm. Sur 8 mm, bah, non, c'est très contrasté en fait. Oui, Contrasté. Il n'y a pas un surexposé, c'est oui, ok, au niveau de la lumière en c'est très fait. contrasté, Ouais. mais du coup, ça donne un petit effet. Les blancs sont très très blancs et du coup, Ouais, ça a voilà, un donc côté on a- presque pastel à par moment. Pas vraiment pastel, on est plutôt dans Ouais, vraiment les tons fauves en fait, ok. dans le 8 mm. Et puis, bon, il n'y a pas de son, parce que, voilà, il n'y a pas de son sur le 8 Parce mm. qu'après, ça de toute dépend façon. de l'exposition qu'il y a sur le Ouais. 8 mm, mais oui. Donc, il y a tout un début comme ça, où il y a un effet un peu documentaire, portrait des personnages à travers un peu comme des films de famille en fait. Et après, on passe dans l'histoire, mais on revient souvent à ça. C'est-à-dire il parle des gens comme s'il parlait de sa propre famille, Martin Scorsese. C'est ça qui est intéressant chaque fois dans ses films. Il parle des personnages comme si c'était sa propre famille chaque fois. Enfin, je trouve, hein. C'est-à-dire il est toujours lié à ses personnages énormément. Et on le voit dans ses films.
On peut passer au prochain film? Bah, ouais, surtout qu'il y a pas mal de films, Eh ben, à me passons parler, au en fait. prochain film, qui est un film de Scorsese, Ouais, vu qu'on est encore sur cette rétro. Hugo Cabret, ouais. On passe à Hugo Cabret. Alors moi, Hugo Cabret, pour le coup, je l'ai vu et c'est un film que j'aime beaucoup. Ah oui, Et c'est un film où on peut ne pas savoir que c'est un Scorsese un peu Spielberg, un peu. parce que c'est plus un hommage qu'il fait au cinéma qu'un film dont on a l'habitude de voir, un peu thriller, comme il a l'habitude de nous faire. Là, on n'est vraiment pas du tout dans ça. On est complètement dans un hommage à Méliès, Ah bah oui, à oui, travers un petit garçon et un automate, globalement. la dans le magie, film. la magie du cinéma, on est sur Et, l'histoire. et je sais pas si ça dit Spielberg, c'est ça Bah, ça m'a Il fait y a un petit penser au côté film Spielbergien, ça m'a ouais. fait penser un peu au film de Spielberg parce qu'on est sur on parle de l'enfance en fait. Et Spielberg a beaucoup parlé de Mélange son de enfance Lucas, à travers les Spielberg. films en fait. Ouais, c'est vrai, mais ouais, non, mais c'est juste. Après, là, par contre, quand on parle de Scorsese, c'est justement où il affirme son goût pour le cinéma, sur l'histoire du cinéma, son goût pour les auteurs de l'histoire du cinéma, qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et là, du coup, on est plus dans le domaine de Scorsese que de Spielberg, où lui, il va parler des problématiques familiales plus. Et il va se servir du cinéma pour. Alors que là, on est dans l'absence de famille, globalement, ou de la presque Ouais, absence de famille dans ouais. Hugo Cabret, où ce petit garçon se retrouve dans une gare Mm. à essayer de récupérer des pièces, justement, chez un vendeur de quincaillerie, en gros, pour De faire ça, jouer, en de fait. jouets, voilà. Jouer, Et il va récupérer des petites pièces comme ça, et grâce à ces pièces-là, il va réparer un automate, et c'est tout le principe du film, c'est de montrer ça, qui fait un peu de diversion avec le sujet principal du film, qui vient plus tard dans le film, qui est sur ce vendeur finalement. Bah, en plus, c'est un peu un personnage comme les personnages de Dickens, en fait, le petit gamin au début, c'est-à-dire milieu pauvre, sans parents, enfin. Mais il rencontre une jeune fille Et ouais, il rencontre. qui aime bien aller dans une Ah oui, bibliothèque. c'est le côté. A priori, on va dire que le film est plus lisse que ses autres films, mais Mais c'est chouette parce qu'il y a un plaisir à montrer les films de Méliès, par exemple, enfin, parce que c'est un hommage aux films de Méliès. On sent que à montrer cette naissance du cinéma à travers des petits films et que le cinéma à la base c'était un art de divertissement en fait. C'était un art de divertissement et comme on allait voir un spectacle de magie en fait. Avant qu'il y ait des longs métrages, avant qu'il y ait tout ça, au départ le cinéma c'était ça en fait. C'est-à-dire, là justement dans les films de Méliès c'est faire des contes avec des plans fixes et tout le travail est dans la scénographie. Et que le cinéma il restitue cette scénographie en fait. après, moi, ce que j'aime bien aussi dans Hugo Cabret, que je trouve qui est différent d'autres films de Scorsese, c'est que dans la caractérisation des personnages, il y a un travail mais qui est assez fort, notamment sur le personnage du gardien un peu dans la gare, celui qui a un problème à la jambe, il me semble, dans le film. Bah, qui Et a dû faire vraiment, la Première Guerre mondiale en fait, il je est pense. hyper marquant, justement, ce personnage, il est très bien travaillé. Et qui est incarné par l'acteur anglais Sacha Baron Cohen, qui est quand même plutôt connu pour avoir fait des grosses farces, des films voilà, absolument pas fins, comme Borat et compagnie. Donc là, c'est presque un contre-emploi. Mais c'est ça qui est super parce que Borat, ça lui... c'est ça, non? Oui, tout ça, c'est Borat. Ouais. Mais ça lui donne ça, justement, ça crée une sorte de caricature du personnage, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est un peu... Ça peut rappeler, par ailleurs, moi j'aime beaucoup Jean-Pierre Jeunet, qui arrive à faire ça en tout cas, Ça une ressemble. grande partie de ses premiers films, arrive à bien caractériser ses personnages. Et bien là, on est un peu dans Hugo Cabret, dans ce genre de caractérisation-là. Et franchement, c'est plaisant parce que ça devient très lisible et il n'y a pas besoin de surexpliquer. On comprend tout de suite, en fait. Ah, C'est c'est clair un peu par un l'image. peu comme un conte en fait. Il raconte une histoire vraiment en fait, avec ce côté un peu magique du conte en fait. Un peu BD, un peu, Ouais. je sais pas comment dire. Bah si, tu as la Alors, comparaison avec l'univers de Jeunet et Caro est juste en fait. après, c'est tiré d'un. Je sais plus si c'est un roman ou une BD jeunesse. C'est une œuvre existante. Hein, ouais. Voilà. Donc, Ouais. oui, c'est tiré d'un. Ah, c'est un roman, je savais plus, ouais. D'accord, j'ai pas retenu le nom de l'auteur, mais oui. Voilà. Donc, qui est assez gros, hein, donc et assez dense, voilà. Donc, c'est peut-être ça qui explique la différence avec les différentes autres œuvres de Scorsese. Et moi, à l'époque où c'est sorti, donc c'était quoi, 2011, un truc comme ça? Ouais, 2011. Donc, et très peu de temps après, donc quelques années plus tard, est sorti Le Loup de Wall Street, qui est son film juste après. Et pour moi, c'est rien à voir, quoi. C'est vraiment le grand écart de Scorsese, c'est entre Hugo Cabret et Le Loup de Wall Street. Ouais, il s'est essayé à différents genres en fait. Et vraiment, c'est assez impressionnant de voir une différence pareille, quoi.
Différence Ce pareille qui est de intéressant, traitement, c'est qu'il etc. il se libère aussi de sa relation aussi avec, à un moment, avec De Niro et Harvey Keitel, tout ça, donc il essaye de sortir de ça aussi. Parce que sinon, il aurait pu tomber dans un truc répétitif. Il y a l'apparition de DiCaprio, donc ça relance un peu la carrière. Ça relance son style à lui, en fait, parce qu'il trouve d'autres acteurs. Après, il s'avère que par la suite, il va revenir avec des anciens acteurs, mais finalement, il arrive à s'adapter, Martin Scorsese, à l'évolution du cinéma à chaque fois. Enfin, dire, il n'est pas enfermé dans un. Il a son style à lui, bien sûr, qu'il a jamais renié, mais il n'est pas enfermé. Dans, dans une seule forme, en fait. Il est capable de faire différentes choses et il l'a montré à plusieurs reprises. Je veux dire ça. Donc, je sais pas si je dis comme il faut ton Ouais. pseudo, mais Drareg, le scribe, nous dit que le Hugo Cabret, c'est la version de. Enfin, c'est une Ouais, adaptation de d'un celle roman de de Brian Brian Selznick. Ouais. Selznick. C'est un, c'est un Ok. producteur, en fait, hollywoodien. C'est celui qui a produit Autant n'emporte le vent, en fait, Ok. je crois. Mais c'est pas lui, c'est Zelnick, c'est pas Zelnick, c'est Zanuck. David Selznick. David O. Selznick, pas Brian Selznick. C'est pas C'est pareil. pas le même alors. Si ça se trouve, c'est la famille, en fait, je sais pas. Mais c'est pas un roman très ancien. Hein, c'est pas... Ouais, ça d'accord, reste- ok. Non, David Olzenik, c'est un producteur, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais ça se trouve, ils sont de la même famille, j'en sais rien. Voilà, absolument pas. Donc, Ouais. bon, bah, voilà, bah, Mais- merci en tout cas dans le chat de nous dire. Mais c'est pas grave, ça. Voilà. Bref, quoi dire de plus sur Cabret? Pas, je pense qu'aller le voir en tout cas. Ça reste un film qui est pas forcément le plus connu de Scorsese, mais qui est toujours très plaisant. Ouais. Et on va passer maintenant à Tombeau ouvert, qui n'est aussi pas du tout un film connu de Scorsese, dont on a déjà un peu parlé dans l'émission ou pas? Semaine dernière, oui, il me semble. Ouais, toi, t'aimes pas trop ça? Et c'est un film sur Ah ouais, les sur Tombeau ambulances. ouvert, sur le monde des soignants la nuit, en fait. Donc on est sur un film qui a précédé Black Flies, qui est Ah, tu connais pas Black Flies, qui est un film avec Sean Penn. Non, c'est pas Sean Penn. Si, ça doit être ça. Qui est sorti il y a quelques années, je crois en 2023 au Festival de Cannes, un truc comme ça. Et on voit clairement que Black Flies est inspiré, enfin moi en tout cas j'ai l'impression qu'il est énormément inspiré de ce film. Film Martin Scorsese, donc de Scorsese encore une fois, qui a pour rôle principal le personnage de Nicolas Cage, qui est ambulancier. Donc alors c'est pas le terme ambulancier, mais bon peu importe. En gros, il va C'est secourir. l'urgence, je pense. C'est ça, il va secourir des gens Mm. chaque soir. Et parfois, on va retrouver des gens qu'il a déjà vus, donc des habitués finalement de l'hôpital. Et on va d'ailleurs blaguer pas mal dessus à chaque fois. Et on va avoir ce moment de perte, en fait, de ce personnage-là, avec la fatigue, avec c'est limite. On a Ouais, le l'impression que c'est limite surmenage, un quoi. film de drogué, quoi. Le tellement, surmenage, ouais. quoi. Ça parle des conditions de travail qui sont quand même difficiles. C'est ça. Enfin, l'urgence, et puis la jungle. Si, c'est un ambulancier, d'accord. Mais je croyais qu'il y Ouais. avait un autre terme aux US pour C'est ça. urgentiste, en fait, ambulancier. Paramédic, Ouais, un truc comme paramédic, ça, ou médic. Et après, ouais, après, il y a l'histoire de. On voit l'histoire de comment dire, de Nicolas Cage par rapport à des souvenirs qui reviennent, qui l'obsèdent, les obsessions qu'il a, des deuils il a du mal à faire parce que, quand même, le quotidien de ces gens-là, ils sont confrontés sans arrêt à la vie et à la mort. Donc, ils voient des gens mourir, vivre, et c'est un peu la loterie, quoi. Donc, il faut vivre avec ça, il y a tout ça. Et justement, il y a, comment dire, Martin Scorsese arrive à exprimer justement cette persistance du passé dans le présent avec ces images en superposition de gens qui reviennent à la vie, enfin, comme tu t'en souviens? Qui sort du sol comme ça. Et il y a une espèce de truc, les damnés de la terre, quoi. C'est vraiment ça, les mecs qui sortent de la terre. Et il y a plein de. Moi, je trouve ça super inventif, en fait, encore une fois, parce qu'en plus, là, pour tourner, il est vraiment. La caméra, elle va en plongée partout. Elle tourne, elle filme la ville de manière intégrale, quoi. Alors, je reparaphrase un peu ce que j'ai Ouais. dit la semaine dernière, mais il y a effectivement un côté dynamique Ouais. dans le long métrage, y compris dans l'aspect mise en scène, l'aspect visuel, etc., la caméra, les mouvements de caméra. Mm. En revanche, moi, je trouve que c'est presque trop. C'est-à-dire que ça a tendance à s'épuiser au bout d'un moment, parce que on a l'impression de voir, allez, ça continue, ça continue, Je ça veux dire continue. qu'on est Et on autour rentre aussi dans sa folie, et ça continue, ça Ouais, je continue. veux dire qu'il y a une répétition de son obsession. Et le film, il devient presque de moins en moins lisible aussi avec le temps. Parce qu'au début, on croit que il va y avoir une histoire entre la fille, justement, Ouais. parce qu'il y a un personnage féminin aussi qui est très présent.
et le personnage de Nicolas Cage, et finalement on s'aperçoit que c'est assez secondaire dans l'histoire, alors qu'au début c'est hyper prédominant. Moi, je pense, ouais, ouais. Et après, moi, je crois ce qui est intéressant, c'est que justement, l'aspect temporel disparaît en fait. Parce qu'ils savent plus si le jour et la nuit, tellement ils norment pas. Enfin, je veux dire, il y a. Et le film se perd comme son personnage, c'est ça que je veux dire? Ouais, Ok, je bah, pense il y a un peu de ça, hein, il je suis d'accord. joue sur cette perte de perception temporelle. Et du coup, on est vraiment plongé dans un monde complètement où il y a plus de limite, quoi. Où tout se rejoint, les émotions, tout ça. Enfin, c'est compliqué de faire comment dire, la différence entre la vie et la mort, finalement. Il y a un Alors, truc qui. alors c'est pas complètement qu'il n'arrive pas à dormir, c'est qu'il peut pas le faire parce qu'on voit qu'il peut arriver à dormir dans le film d'ailleurs. Il arrive à un moment donné. Ouais. Donc, mais effectivement, Mais il y a vraiment d'humour, cette ouais. idée Il y a de. beaucoup d'humour quand même, hein. Il Il y a, rigole aussi de ça. il y a l'idée d'être à la limite du burn-out parce que on voit qu'il y a un moment donné dans le film qui est effectivement dans ce fort épuisement-là, où il y a un événement qui va se passer, mais qui n'est pas. Alors, ou alors c'est mis en image un burn-out, mais en tout cas, c'est pas lui qui burn-out. Il y a un élément qui se passe avec un de ses collègues dans une ambulance qui va faire en sorte qu'il arrête momentanément d'être ambulancier. Mm. Mais c'est pas lui qui pète un câble, c'est vraiment un événement qui se passe. Et lui, peut-être qu'il est en burn-out, ça je suis d'accord. Mais je pense aussi que ce burn-out est présenté comme quelque chose qui est une Il est en possibilité cours, mais de. il n'a pas Qui est- pété, il est pas au Mm. moment où il est incapable de travailler. Il est au Non, moment non. où c'est très pesant sur lui, quoi. Mais en même temps, je pense que c'est montré aussi de manière assez positive, au sens que c'est une chance de renaissance aussi. Il faut passer par. Chez Scorsese, il y a toujours une phase de rituel de passage ou un moment dans ta vie qui est important, qui te permet d'évoluer vers autre chose et de changer, justement. De manière de percevoir la vie, de vivre, en fait, tout simplement. Et je pense qu'il y a toujours ce côté-là chez Scorsese, le côté épreuve, mission, tout ça. Enfin, Et il y a le côté vin, je pense aussi, un peu, qui est montré parce que ils font tout le temps la même chose, ça devient une routine. il tourne en rond dans la Mais vie, en cette fait. routine, là où on pourrait croire qu'ils veulent sauver des gens et qu'ils vont y arriver, dans le film, ça nous est clairement montré comme une grande perte de temps parfois. Vraiment, des Oui. moments, ils vont, comme je disais, ils remontent le même personnage plein de fois pour ça, quoi. C'est Sisyphe avec son caillou, non, c'est ça? Bah, en tout cas, il y a un personnage qui pue. Il revient beaucoup dans le film. D'accord. Ouais. Type qui a soif dans le désert aussi. Et le type qui a soif, ouais. Le petit qui a soif, il vient encore plus. Et C'est on un va- film très riche, hein, quand même, hein. Enfin, Et au on- sens que il y a plein de choses. Oui, il y a plein de choses et c'est peut-être là où justement il se perd aussi. Mais tout à fait. On va passer au film suivant qui est un film de Martin Scorsese. 77, C'est le bizarre. Hein. 4e ou 5e film de Scorsese. New York, que tu as vu hier. Ouais, un hommage à la comédie musicale de. Je crois que c'est son unique hommage d'ailleurs, à la comédie musicale de Scorsese. Où là, la part belle, c'est bon, le duo De Niro et Lisa Minnelli. Enfin, surtout Lisa Minnelli, parce qu'il y a bien 20 minutes consacrées à elle à la fin du film, sur ses numéros de chant, tout ça, dans une pièce de théâtre et au cinéma, parce que bon, on suit un peu comme. Le film qui a repris cette idée-là, c'est La La Land, en fait. C'est des gens. Pardon. Ouais, je vais juste redire un truc parce que c'est vrai que c'est important dans le film d'avant. Donc, dans le chat, Drarègle Scream nous dit il ne sauve plus de vie et ça, le travail le met en dépression. Il acceptera la mort à la fin du film. Bon, ouais. Comme faisant partie de la vie et pourra dormir. Alors oui, il y a un truc que tu dis dans ton résumé qui est important qu'on n'a pas parlé, c'est effectivement le fait que ça parlait du fait que ça le travaille de pas sauver certaines vies en tout cas, et notamment une expérience passée. Mais bref, voilà, c'était juste pour Ouais, la ouais, bien petite sûr, parenthèse. par et rapport à ce qui a pour été dit sur le redire. chat, ouais. Ouais, donc pour New York, revenir à New York, ouais, bah, on a plein même histoire qui a été repris par encore un hommage à la comédie musicale dans le film de La La Land, sur justement le parcours vers la réussite d'un couple, en fait. C'est quoi? D'accord, ok. Et donc, du coup, ouais, non, c'est vraiment, vraiment chouette parce qu'il y a encore la manière de filmer Scorsese liée au genre de la comédie musicale, en fait, avec l'utilisation des studios, le côté très. Ouais, plus film de studio et de décor, en fait. Parce que, bon, comme la comédie musicale, c'est les années 50 essentiellement, enfin, en tout cas, américaine. Et là, c'était vraiment des films de studio. Donc, il y a un hommage à ça et en même temps, il y a une intégration de ça dans la rue, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi un travail sur la rue, beaucoup moins poussé que dans les films comme Mean Street ou même À tombeau ouvert ou Taxi Driver.
C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un hommage pur à la comédie musicale, mais traversé par ses propres problématiques à lui de réalisateur, en fait, de comment il est rentré dans le cinéma, en fait. Bah, le film, moi, j'avais trouvé ça très bien, un peu long vers la fin parce que ça dure 2h30. Donc tout le passage, consacré essentiellement à la réussite de carrière de Liza Minnelli est un peu long, en fait. Il faut vraiment aimer les chants parce que là, ça chante pendant 20 minutes, quasiment sans s'arrêter, ou 15 minutes, On 20 est dans minutes. du Disney, c'est ça? Pas vraiment, non, non, parce qu'on n'est pas dans le joli cœur, hein, on n'est pas dans Ah mince. l'édulcoré d'Outio, hein. Non, vraiment, on cale à la réalité, du moment, parce que De Niro interprète un saxophoniste, on voit vraiment les moments de galère, en fait, la progression, les difficultés à trouver des contrats, puis des fois ça marche. Le travail entre De Niro et la communauté noire aussi, parce qu'il travaille beaucoup avec des jazzman noirs, en fait. Donc c'est cet aspect-là, en fait, aussi qui est traité. L'aspect ségrégationniste de l'époque aussi, avec les noirs d'un côté et les blancs de l'autre. Il y a plein de choses qui sont traitées, pas forcément appuyées, mais c'est pas l'intention le but du film d'appuyer sur ce côté-là. Le but du film, c'est de parler, justement de cette rencontre entre De Niro et Liza Minnelli, d'un amour naissant et puis après, des querelles d'ego, puis la séparation, quoi. Du coup, c'est un peu l'envers du film, de Chantons sous la pluie. Parce qu'effectivement, il y a une référence à ça, c'est qu'on est dans l'envers de ce film-là où Chantons Un sous la pluie, anti-chantant sur la pluie. ouais, ben, OK. dans Chantons sous la pluie, on est dans la chorégraphie sous la pluie, je veux dire, on montre jamais la Et défaite, en fait. on n'est pas dans le même genre d'anti, chantant sous la Là, pluie on que est dans le film de Kubrick, disons pardon, qu'on est Orange dans Weekend? un réalisme poétique, en fait. On est dans un réalisme poétique. Chantons sous la pluie est dans une métaphore, comment dire? On est dans la réussite, hein. Il y a pas de même la chanter sous la pluie et danser sous la pluie, c'est pas problématique. Alors qu'on sent quand même que la pluie tombe quand il y a des moments où il y a la pluie dans New York, on sent que c'est difficile, quoi. Puis ça fait pas le même effet sur le spectateur. Non, non. Quand on sous la pluie, ça fout la pêche. Bah, c'est fait, Voilà. c'est New on n'est York, New pas dans le York, réalisme, en fait. New Je York, veux New dire, York. New York, on est dans le réalisme poétique Ouais. pour moi. On est dans une forme de réalisme poétique, alors que dans Chantons sous la pluie, on est dans un film de studio pur, où on montre l'excellence, en fait, hein. Le but, c'est ça. Avec peut-être un rapport à l'histoire du cinéma comme plus présent dans Chantons sous la pluie qu'avec New York, New York, Bah, on qui a est une sur une histoire période de beaucoup plus courte. bah, disons que dans New York, on est déjà dans le nouvel Hollywood, donc déjà un Oui. regard sur la réalité qui est pas la même, des contradictions, des critiques qui n'existent pas vraiment dans Chantons sous la pluie où c'est comment dire? La période de Hal Gore Oui, de d'Hollywood, genre donc hollywoodien. tout ce qui était contre, était vite éjecté, en fait, hein. C'était pas ça existait, ça pouvait pas exister, quasiment pas. Il y a un peu, à un moment donné, à travers des comment dire? Des scénaristes comme, celui qui a scénarisé Crazy Gun, tout ça. Ouais, Dalton Trumbo. Ouais, là, du coup, à partir de ces gens-là, il y a eu plusieurs scénaristes comme ça qui étaient sur la liste noire et qui ont réussi à travailler avec des faux noms, en fait, encore. Et là, c'est eux qui sont à l'origine du nouvel Hollywood, en fait, hein, clairement, en fait. Enfin, ça commence par là, en fait. Ben voilà, j'ai tout dit. Et si on passait maintenant à un film de Fritz Lang qui va nous permettre de faire le Ah pont oui, le avec lien Jean entre Renoir? La Rue Rouge et La Chienne. C'est ça, et du coup, La Rue Rouge, qu'on va comparer avec La Chienne, les Ouais, deux que tu as vus. il y a Alors, il y a 15 ans qu'ils séparaient les 2 films, en gros, hein. Il y en a un qui est de 31, La ok. Chienne, et La Rue Rouge, c'est 46, je crois. 45. Eh ben, Vincent, parle-nous Bah, donc des films de on peut faire Renoir un truc en et de Fritz Lang. paradoxe, enfin en parallèle, en Oui, fait, en croisement, en c'est fait. La Chienne donc ça c'est le film de Renoir, La Chienne, et La Rue Rouge c'est le film de Fritz Lang. Bah, en fait, les 2 sont intéressants. C'est le même scénario, on va dire, avec, la rencontre entre, le personnage interprété par Michel Simon d'un côté et de l'autre, Edward G. Robinson. C'est la rencontre de ce personnage-là avec une jeune femme qui va abuser de sa crédulité, en fait. Après, on va pas rentrer dans le détail, mais il y a des choses intéressantes dans les 2 films, dans la mesure où le traitement, français, bon, qui était déjà 31, déjà la différence, c'est le son, le progrès du son. Le progrès du son, des techniques sonores, on la voit clairement entre les 2 films, hein. Parce que les techniques sonores de 31, c'est pas les mêmes qu'en 45. Le son est beaucoup plus criard dans la version de 31 et on sent qu'en 45, comment dire? La technique était plus aboutie, on va dire. Et justement, c'est ça peut-être l'intérêt du film, c'est qu'on a un son, assez, métallique dans la version de La Chienne, mais du coup, ça va bien aussi avec le drame du film, en fait. Parce que c'est un drame, c'est l'histoire d'un drame et il y a des manières de montrer le drame qui sont vraiment intéressantes. C'est-à-dire que aussi bien peut-être que Renoir dans son style, c'est vraiment les plans fixes, c'est beaucoup lié au numéro des acteurs,
j'allais dire, la caméra bouge très peu, en fait, mais des fois, il y a des mouvements de caméra qui sont intéressants au sens qu'ils se détachent de la scène de la scène du film et ils la montrent comme si c'était nous qui voyions ce qui se passe sur l'écran, en fait. Du coup, là, c'est intéressant parce qu'on rentre dans on devient un peu comme, la personne qui lit, un drame dans un fait divers. Donc on s'imagine la situation comme si on était en dehors de la maison, de l'extérieur, à voir le drame qui se produit devant nous. Donc il y a des trucs vraiment intéressants là-dessus et dans le film, de Friesland qui est bon, à l'époque, c'était plus le style américain, un polar très rythmé et tout ça. On est plus dans le polar, alors qu'on est plus dans le drame social, dans La Chienne de Renoir, par rapport à la même histoire, en fait. Donc le traitement est assez différent, mais les 2 sont intéressants parce que le jeu d'Edward G. Robinson, à un moment, il y a une séquence assez emblématique avec un travelling arrière. Il est tout seul dans une chambre la nuit, en fait, et là, il a commencé à avoir des obsessions, il se lève et il entend des voix. Enfin, là, il y a toute une séquence de 5 minutes et là, on voit vraiment la qualité du jeu d'acteur de Edward G. Robinson dans ce film-là, en fait. Voilà. Non, non, mais c'est intéressant de voir les 2 films parce que du coup, on traverse l'histoire du cinéma entre 2 nations différentes, 2 regards différents, des styles différents, mais une même histoire et des choses qui sont intéressantes aussi bien dans l'un que dans l'autre. On peut reprocher le côté statique de la première version, comme on peut reprocher le côté, on va dire, un peu trop polar dans la deuxième, tu vois? Et du coup, voilà, enfin, je sais pas C'est si tu vrai. te souviens toi de Je les ai pas vus. La Rue Rouge? Ouais. Mais ça reste, même histoire, mais vue quand même par 2 cinéastes Ouais, européens, hein. à des histoires ah oui, Fritz Lang est Européens, un Allemand, ouais, ouais. mais là, qui était parti aux États-Unis, donc Oui, des cas très influencé par quand même le cinéma américain à d'accord, l'époque. donc ça On n'est pas dans les films de Fritz Lang comme House by the River. C'est d'accord, où là, on est plus dans son style à lui, je dirais. Là, on est plus dans un style de film de studio, en fait, d'accord. je trouve. Mais c'est intéressant d'avoir regardé. On a vu le même truc avec, Les Infiltrés Et Infernal Affairs. ouais et là, donc avec les rétrospectives actuelles à l'Institut Lumière, on a de plus en plus, cette possibilité de faire un croisement de regards, en fait Voilà, de et de doubles voir programmes, ouais, voilà, de 2 histoires, de ouais, regards. ouais, Mais une même histoire et de c'est regards. ça, traité, d'une autre façon. Mais chaque fois, on me demandait, quel tu préfères aussi bien dans le truc, Les Infiltrés ou La Chienne, La Rue Rouge et j'étais incapable de le dire parce que finalement, j'apprécie les 2 mais pour des raisons très différentes, en fait. Oui, C'est c'est 2 regards singuliers, voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. On passe au film. Ouais. qui est La Fille de l'eau, film muet de Jean Renoir, 1924. Encore dans le cadre de la rétrospective à l'Institut Lumière euh, consacrée à la carrière de Jean Renoir. que je n'ai pas vu. Tu l'as vu? La Fille Non? de l'eau. Ouais, Ah bah bah oui, après, acteur, je suis ouais, le seul à ça, avoir on vu te laisse le la micro. rétrospective qui reste. Ouais, il y a quelques films encore. On purge bébé aussi, une partie de campagne. Et il y a aussi dont voulait nous parler Mathilde, le festival Envoûment. Mais ouais, ouais, Cannes. Donc, La Fille de l'aube, on est vraiment dans toujours les réflexions de film muet de 1924, dans les réflexions de Renoir sur les différences de classe, tout ça, à travers l'histoire d'une jeune fille qui perd son père, tout ça, et qui est abusée aussi par son oncle aussi. Donc il y a plein de trucs là-dessus, et la confrontation à un milieu plus aisé, et c'est tout le parcours de cette jeune fille qu'on suit, un peu comme dans un roman de Maupassant, en fait, hein. Avec des trouvailles au niveau visuel, à un moment, les cauchemars de l'héroïne. Donc, il y a tout un système. Il travaille sur les ralentis, les superpositions. Il y a plein de trucs qui sont liés peut-être aussi à l'accident lié à la technologie du cinéma à l'époque. Et du coup, ça donne des trucs vachement intéressants, des surexpositions, pour illustrer des obsessions du personnage. Ouais, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est un long métrage d'une heure 20 en fait, hein. Donc bon, il faut aimer le muet, hein. Là, moi, j'ai pu le voir dans la version sonorisée, donc avec accompagné d'une musique qui était sur la bobine, en fait. Donc un film intéressant, si on veut connaître la carrière de Renoir. Après, En purge bébé, bah, c'est plus tardif, c'est 31. À la base, donc c'est un film encore de Jean Renoir. C'est d'après une pièce de Offenbach, donc un vaudeville, en fait, une opérette vaudeville. Et du coup, traité un peu comme du théâtre filmé en fait, où on a effectivement Michel Simon, Fernandel qui apparaissent et c'est un moyen métrage de 40 minutes, 50 minutes qui est plutôt très,
Bébé, c'est le nom d'un personnage? Bah, en fait, donc Purge Bébé, ça part d'un truc assez scato dans le film. On parle de pot de chambre et de la difficulté du gamin de la famille à aller aux toilettes. Donc il faut le purger et d'un coup, ça donne lieu à des dialogues entre les personnages qui sont assez croustillants. Bah, c'est un vaudeville en fait, hein. Donc du coup, si vous aimez les vaudevilles, en tout cas, on s'ennuie pas quoi. C'est très très vivant. Après, c'est un jeu d'acteurs très appuyé à l'époque. C'est les numéros d'acteurs très liés au théâtre. Où on appuie les intentions par le jeu, tout ça. Mais donc intéressant. Après une partie de campagne, ben là on est dans le. C'est un film qui a été tourné en 36 de Jean Renoir. Qu'est-ce qu'il y a? Pas grave, continue. Ah, je vais trop vite, c'est ça? Non, non, mais de toute façon, désolé. Une partie de campagne. Parce qu'après, bon, je vais pas raconter les histoires, c'est pas marrant. Enfin, faut voir les films. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une partie? Qu'est-ce qui est Bah, intéressant dans une partie de Une partie campagne? de campagne, un film de 36 qui en fait n'est sorti sur les écrans qu'en 45-46, donc 10 ans plus tard. On parlait tout à l'heure des Contexte problèmes. après-guerre, mais juste pile poil, quoi. Ouais, en fait, il a été fait sous la période du Front populaire en 36. Et peut-être qu'il y avait trop de concurrence à l'époque en termes de cinéastes, parce qu'il y Ah, il avait est sorti plus tard, mais il a été fait avant. Ouais, il a été fait pendant la période du Front populaire, mais à l'époque, il y avait une concurrence peut-être entre Carnet, Duvivier et lui, et qu'il a préféré sortir son film plus tard, là où il y avait moins de concurrence en 46, je sais pas. Effectivement, Renoir était très proche du Front populaire avant Ouais. la guerre, ouais, tout à fait. Il y a eu l'Occupe aussi qui permettait pas de montrer les films de Jean Oui, tout à Renoir. fait. Mais c'est le fait que ça soit tourné en 36 et que ça soit arrivé quand même si tard, c'est aussi intéressant. Ouais. C'est aussi étonnant, quoi. Bah, Parce qu'entre 36 et 39, il y avait quand même un paquet d'années. Il y avait quand ouais, même et 4 beaucoup ans. d'années, ouais. Mais en fait aussi, c'est le format, peut-être que, comme 3 ans. c'est comme en Purge Bébé, c'est un moyen métrage non, c'est bon, Purge Bébé, je crois que c'est 50 minutes, et une partie de campagne, je crois que c'était 40 minutes. Et là, on est dans le réalisme poétique de l'époque, en fait, avec aussi, pareil. Bah là, c'est d'après une œuvre de Maupassant, en fait. Donc, en fait, le film n'a pas pu être terminé. Il a été montré en moyen métrage parce qu'en fait, Renoir n'a pas pu faire le long métrage qu'il voulait. Il a dû y avoir un pépin à l'époque où il n'avait plus d'argent, j'en sais rien. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le film n'est pas sorti et que du coup, il y a des explications écrites sur l'écran pour décrire l'histoire, ce qui aurait dû être filmé, en fait. Voilà. Pour que ça tienne, en fait. Ou alors il y a eu des pertes Non, c'est ce qui de explique, films. c'est ce qui est expliqué au début du film, justement. Ça devait être un long métrage et c'était en fait qu'un moyen métrage. Voilà. Voilà, donc on peut voir ce moyen métrage. Ouais, je crois qu'on peut plus le voir, en fait. C'était une diffusion unique, malheureusement. Ah, C'est vraiment eh pour ben, ceux on qui. peut plus voir le moyen Ouais. métrage. Mais vous C'est pouvez c'est en 35, tu l'as vu. Je l'ai vu, non, c'était en DCP. Ok, donc il a été restauré. Ouais, il est peut-être disponible en Blu-ray d'ailleurs, ils l'ont peut-être mis sur le Blu-ray avec On Purge Bébé. Donc on peut le voir peut-être en Blu-ray. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Avec, bon, il rencontre une jeune fille et un jeune homme, donc du coup, une romance un peu là-dessus. Et en même temps, toujours les jeux d'acteurs, tout ça. Et on va quitter Renoir pour mieux le revoir peut-être plus tard. Bah oui. Renoir. Puisqu'on passe Oui, parce on est arrivé au dernier film de Renoir Ouais, exact. que tu as vu. Et on va passer maintenant on va reparler rapidement de On vous ment que tu as vu, Mathilde. Oui, On vous ment qui se termine aujourd'hui. La soirée de clôture est à 20h au Chromatique. Donc, Festival lyonnais. Festival lyonnais, On vous ment. Oh là là, c'est cheap. Faux documentaire, c'est ça? Festival de faux documentaires, de documentaires ou de mockumentaires. Mockumentary. Qui se Documentaire passe documentaire d'après. ou documentaire aussi. Documentaire d'après l'affiche. Ce qui se passe à Lyon, oui, depuis le 6 mai jusqu'à aujourd'hui, à Lyon et à Villeurbanne, Surtout à l'aquarium, c'est ça? à l'Aquarium, aux Lumières Bellecour, au Chromatique et au Zola. Ah oui, donc dans plusieurs salles. Dans partenaires. plusieurs salles, il y a de plus en plus de salles, ça fait quelques années, je sais plus c'est l'édition numéro 10. C'est pas la première fois que j'y vais, mais c'est la première fois que je vois autant de films. Et cette année, il y a une très bonne sélection avec la présence de Feldup Félix Dupuis qui Félix fait Dupuis, quelques petites qui vidéos est sur un tout YouTube. petit youtubeur inconnu qui a Si jamais vous ne connaissez pas, allez sur sa chaîne, faudrait quand même le soutenir. Ouais, c'est sûr qu'il a besoin de nous. Le petit Mais Félix. je connais pas, moi. Bah, honnêtement, Bref. on va regarder, c'est plutôt bien travaillé, Ouais. c'est une vidéo très bien travaillée, voilà. Un petit peu plus connu que nous. Ouais.
Et donc, il a réussi à inviter Alan Resnick cette année, qui est un réal un peu niche, qui fait de la télé, de l'art vidéo. Et donc, cette année, moi, j'ai eu le plaisir de voir Ghostwatch pour la première fois, qui, pour les fans d'horreur, les fans de mockumentaire et les fans de Lost Media, un peu, les fans de Felgup. C'était une émission de télé qui est sortie en 80, qui est passée, qui a été diffusée en 92 et qui a fait beaucoup de bruit à l'époque à la BBC parce que c'était une fiction qui avait été présentée comme non seulement une émission de télé documentaire, mais documentaire en direct, alors que c'était pas vraiment en direct et ça avait ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Ce qui est marrant parce que c'est sorti la même année que C'est arrivé près de chez vous. Et donc c'était première diffusion en France, en salle, avec en présence de la réalisatrice Leslie Manning. Donc c'était une super séance en présence aussi du podcast, de l'équipe du podcast Jumpscare. Donc je vais me faire un plaisir d'aller les écouter. J'ai eu la chance aussi également vendredi soir d'aller voir Micro Budget en présence du réalisateur Morgan Evans. Donc voilà, l'équipe du festival se surpasse. Et ils arrivent à avoir des invités de marque quand même. Et voilà, c'était un assez bon petit documentaire. Bon, pour le coup, c'était pas un documentaire qui est très très méta. C'est présenté comme étant un mockumentaire, un making-of, un faux making-of d'un faux film. Et le frère du réalisateur a fait un making-of de ce film, justement, qui s'appelle Micro Budget, avec quelques noms assez connus pour Très méta, quoi. C'est très, très, très méta. Et il y a quelques noms assez connus de la comédie américaine pour ceux qui suivent un peu l'humour, le sketch américain. Il y avait Maria Bamford, Chris Parnell et Bobby Moynihan. Et hier soir, j'ai pu aller voir. Hier soir, donc c'était plus centré sur l'horreur au Zola. Et j'ai juste pu voir Hunting Matthew Nichols de Markian, j'ai oublié son nom. Salaniuk. Certes. Ok. Je crois Salaniuk, qui est un acteur canadien très jeune, très peu connu. Et là, c'était vraiment. Ça utilise tous les codes du true crime. On dirait un documentaire Netflix true crime. Et ça part ensuite dans le found footage. Le projet Blair Witch est pas mal cité. C'est un hommage, je pense, je trouve, au projet Blair Witch et aux ados des années 2000 qui ont grandi en regardant ce genre de films d'horreur très très cheap, avec des bouts de ficelle, et d'une génération de trentenaires qui revient un peu sur ces films de ces années-là. C'est assez réussi sur le plan de l'horreur. Le film traîne un peu au début et puis à la fin, ça nous emmène bien. Bon, il y a pas mal de grosses ficelles, mais ça marche. Enfin, ça marche si on aime l'horreur. Voilà. Donc ce soir, donc il y a la soirée de clôture à 20h. Si des fois la personne qui regarde en direct est sur Léon. Donc à voir, quoi. À voir, ouais. Et à revenir l'année prochaine, j'espère que ça va continuer. Voilà. C'est cool d'avoir plein de petits festivals. En fait, dans Lyon, il y en a, on dirait pas, mais il y a mine de rien, nous, on a beaucoup de festivals chaque année. On les connaît pas forcément. Il y a une époque, il y avait Festival Connexion qui faisait un passeport qui s'appelait le passeport Kino, qui a disparu malheureusement, qui permettait d'avoir une place par festival et qui permettait de les De trouver. les Mais découvrir, ouais. je pense que le Festival Connexion existe encore, mais par contre ne fait plus ce pass-là. Mm. Et ça peut aider à retrouver des festivals. Peut-être que près de chez vous, il y a aussi des festivals que vous connaissez pas. Donc essayez de regarder un peu ce qu'il y a, parce que des fois, on a des bonnes surprises, mine de rien. Et souvent, c'est des gens très cool qui organisent les festivals parce qu'ils veulent partager Oui, ils veulent des choses. partager leur centre d'intérêt, pardon. Oui. Et là, on va... Oui, vas-y. Oui, non, je voulais juste dire aussi. Alors, malheureusement, ils sont victimes de leur succès, ils sont toujours pleins, mais l'Aquarium Ciné Café participe depuis plusieurs années. Peut-être la première édition, d'ailleurs, j'imagine.
Peut-être depuis la première, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, il donne pas mal de place aux créateurs locaux Et à la production tout court. et à la production de tout petits films. Ouais. En tout cas, les aides sont bienvenues pour aider la création de films, c'est sûr, et pour les accompagner. Donc, voilà. On va passer à un tout petit festival maintenant, parce que dans le sud de la France, dans une petite ville pas très connue de la Côte d'Azur, Mm. je sais pas si vous avez On a entendu besoin de leur parler, faire de la pub. voilà, le Festival de Cannes démarre avec sa séance d'ouverture mardi prochain. Moi, je vais être la seule personne de l'émission, je crois, qui va s'y rendre. Voilà. Enfin, en tout cas, une seule personne qui est présente ici. Donc, petit festival. Petit grand, Petit. grand mais petit. Donc, comment ça marche? Juste pour dire rapidement. Donc, Cannes, en fait, on a on a la sélection officielle. Mm. Dans la sélection officielle, on va avoir plein de choses dedans, notamment Cannes Classique qui ouvre le festival avec cette année un film de Charlie Chaplin qui est The Gold Rush en anglais, donc en français c'est La Ruée vers l'or, donc un film qui est pas trop long pour une fois parce que les 2 années précédentes c'était des films de plus de 3 heures avec La Maman et la putain, il y avait 4 heures le film, il truc y avait, infernal, tu sais. il y avait un autre film, il y avait Ouais, le infernal. Napoléon d'Abel Gans, première partie, qui Ouais, était ça aussi aussi. très long l'an dernier. Et là, ben voilà, on arrive avec un film beaucoup plus court cette fois-ci. Ouais. Donc ça fait plaisir pour démarrer parce Ouais, que c'est un peu. voilà. Et en fait, ça se passe toujours comme ça. Cannes Classique fait son ouverture et ensuite il y a l'ouverture du festival. Donc là, l'ouverture du festival de Cannes en lui-même, de la sélection officielle. Donc là, ça se passe carrément sur les chaînes télé. Je pense que c'est France Télévisions, de toute façon, qui s'occupe cette année du sponsoring de l'événement avec TikTok, comme l'an dernier, depuis que Canal+ a abandonné, Ouais. vu qu'ils font la Tic-tac. Mostra chez Canal+. Tac. Donc voilà. Oui, non, mais c'est pas Non, je débile. plaisante. Pour l'image de TikTok, Je j'imagine que c'est logique de faire ça. Ouais, ouais, c'est normal. Il va de partout, en fait. Voilà. Espion. D'ailleurs, si vous avez vu la pub de TikTok, elle est assez cringe dans les cinémas. Mais regardez-là, c'est assez Espion, cringe. es-tu là? C'est quelqu'un qui essaie d'imiter quelqu'un qui fait du TikTok pour expliquer que c'est bien d'aller voir des films. Et ça fait vraiment bouffe, donc c'est parfait. C'est vraiment tout ce qui est vraiment mal fait, mais c'est parfait. Moi, j'adore ça. Et donc, on a ça. Donc, ensuite, on va avoir la compétition. Ce qu'on appelle la compétition, cette année, il y a 22 films. En général, il y a 22 films dans la compétition. L'an dernier, par exemple, on avait le film d'Audiard, on avait des films un peu comme Caught by the Tide, on avait des films comme, enfin, plein de films différents dans la compétition. Celui qui avait gagné, c'était Anora. Et cette année, du coup, on va se retrouver avec des films, notamment il y a un film d'Ari Aster, moi qui m'intéresserait bien de voir, parce qu'en compétition, quand même, Ari Aster, c'est pas forcément celui à qui on aurait pensé. Julia Ducournau qui revient parce qu'elle avait une palme d'or, elle revient avec un film, donc il y aura peut-être un autre film de genre, je sais pas si c'est le cas, j'ai pas regardé dans le détail. Il y a, comme les habitués, c'est un peu aussi, il y a pas mal de films avec des habitués, notamment les frères Dardenne, encore, qui refont encore un film pendant le festival. Et Sur j'en ai. les filles mères, c'est ça? Comment? Sur les filles mères? Peut-être, ouais. Et en tout cas, j'ai pas regardé toute la sélection en détail. Je sais juste que depuis ce matin, je suis sur la billetterie pour choper des places. Donc, si jamais, sachez qu'il y a une billetterie. C'est la Voilà. compète pour avoir les places. Pour choper des places à Cannes, à partir du moment où on a une accred, c'est un peu les l'horreur, places, en fait, nous, on les paye pas. Hein. Ouais. Le festival est gratuit. À part la compensation carbone du festival, sachez-le, il y a une compensation carbone qui est payée. Parce que le festival coûte de l'argent environnementalement, donc on le compense, sachez-le. C'est marqué tout ça sur Espèce le de site. petite bonne conscience, j'ai quoi. Voilà, donc après, c'est cool quand même qu'ils reversent ça. Non, mais bien sûr, mais bon, c'est voilà. un peu ridicule. Pardon. Après, ça permet- Les festivaliers français qui viennent en train doivent compenser les jets privés des stars. C'est ça, en fait. Alors, on va peut-être. Super riche. On laissera à chacun et chacune se faire sa propre idée, mais en tout cas, c'est quand même cool qu'ils utilisent cet argent-là
pour la compensation, qu'il y ait des subventions qui soient par l'État et non pas que ça soit un fonctionnement ultra privé et que ça soit pour la contribution cinéma. Donc on peut dire Cannes, effectivement, tout l'aspect bling-bling, etc. des stars, certes, peut être un côté qu'on peut dire qui est pas forcément... En tout cas, c'est pas ce que je recherche dans Cannes. Moi, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que la sélection propose un grand nombre de films chaque année et c'est des films qu'on va retrouver tout au long de l'année, et notamment certains grands films, mais aussi des petits films qui peuvent exister grâce à Bah, ça. c'est un moyen pour toi de laisser libre cours à ta curiosité, quoi. Tu C'est ça. profites du Et, moment. et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a aussi, on parlait de la compétition, mais il y a aussi un certain regard qui permet de mettre en valeur des réalisateurs et réalisatrices qui font des premiers, deuxième, troisième films, des petites réalisations qui arrivent à montrer quelque chose de différent Le de ce cinéma qu'on voit dans la indépendant, plus, compétition. hein. Donc, qui est Plus un peu plus indépendant. indépendant peut-être, ou pas forcément, Ouais. mais qui est pas forcément, qui est là pour aider à accompagner des films, ou en tout cas exister. Mhm. Parce que des fois, ça reste des grosses productions derrière quand même. En tout cas, ça peut être des productions avec du Canal, avec Arte, avec France Télé, enfin tout un tas de groupes. On va se retrouver ensuite avec ce qu'on appelle les hors compétition. Donc les hors compétition, c'est tout ce qui n'est pas dans la compétition, voilà. Et on va retrouver avec les Cannes premières, qui sont des sortes d'avant-premières, mais qui ressemblent un peu à des hors compètes. Voilà. Et on va se retrouver aussi avec des séances spéciales qui sont des séances qui sont un peu hors encore, un peu, je sais pas comment dire, mais qui sont vraiment, qui ont qui sont pas classiques, on va dire, qui sont vraiment un peu à part, mais qui sont pas en compétition. Voilà. Donc et les séances de minuit, pour info, c'est des séances qui sont des hors compétition, mais qui se passent à minuit. J'essaie de dire à peu près tout sur la sélection, sans compter la Ciné-Fondation, enfin tout un tas de choses qu'il y a autour, et les courts-métrages, etc. Et la quinzaine. Alors la quinzaine, parlons-en. Donc la quinzaine, c'est ce qu'on appelle une des sélections parallèles. En fait, la quinzaine fait sa propre sélection avec potentiellement sa propre compétition. Ils vont avoir un film d'ouverture, je crois que c'est Enzo si je me gourre pas, que je n'ai pas réussi à réserver, donc peut-être que j'arriverai à l'avoir quand même un jour. Et la semaine de la critique aussi, qui est une autre sélection parallèle qui démarre avec, je sais plus quoi d'Adam, quelque chose d'Adam. Je sais plus le titre du film, pardon. Désolé, j'ai pas tout en tête. Et on a aussi l'Acide, qui est une autre sélection parallèle qui se passe en même temps. Donc Acide, c'est l'association des cinémas indépendants et je sais plus quoi. Enfin bref, il y a un truc comme ça. C'est un truc à voir avec Clermont-Ferrand, les acides animés, pardon, Alors, acides j'en ai animés. aucune idée, je suis pas allé regarder. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, l'acide, c'est Ça une existe sélection pas. parallèle qui est peut-être la plus petite des trois, la moins connue, et la plus petite des trois sélections parallèles. Mais il y a une année où l'acide a quand même popularisé un film qui a quand même gagné Annecy, qui s'appelle Linda veut du poulet. Donc, c'est quand même pas non plus, c'est pas parce que c'est du cinéma indépendant que ça n'arrive pas à des festivals qui sont très très réputés, parce que quand même gagner Festival d'Annecy, c'est pas rien. Et du coup, ça permet, comme ces sélections parallèles vont montrer souvent des films qui sont moins en grande pompe, mais qui sont quand même des films à voir. Elles ont été créées parce que justement, dans la compétition à Cannes, on avait des films qui étaient peut-être trop dans l'entre-soi à une période, et ça a permis de mettre en valeur des réalisations plus indépendantes et faire une section indépendante aussi de la sélection de Cannes. Et maintenant, ce qui est sympa, c'est que avec une accréditation, comme on a actuellement à Cannes, on peut accéder aussi aux sélections parallèles. Donc ça nous permet d'accéder à la fois au théâtre de la Croisette, dans lequel se passe la quinzaine des cinéastes, mais aussi dans les salles Miramar, là où se passe la semaine de la critique, en plus du Grand Palais, donc du Palais des Festivals, dans lequel on a ce grand théâtre Lumière qui est je sais plus si c'est le théâtre Antoine ou Auguste Lumière, je sais plus, un des deux, je me rappelle plus. En tout cas, c'est pas Louis, je crois pas que c'est Louis Lumière, mais peut-être que je me trompe. Essayer de vérifier. Et la salle Debussy, donc qui est juste à côté, qui est aussi une salle avec beaucoup de place, en plus de la salle Agnès Varda qui est au sommet du palais, et il y a quelques salles à l'intérieur, notamment, je crois qu'il y a la salle Bazin, enfin il y a plusieurs salles à l'intérieur du palais. Voilà. Euh, Hors de cet endroit-là, on a aussi toute la programmation qu'on appelle le Cannes Cinéphile,
qui permet aux cinéphiles, donc moi j'ai une accréditation cinéphile par exemple, d'avoir certaines salles partenaires qui sont faites par des associations un peu plus locales. Notamment, on va retrouver la Licorne, le théâtre de la Licorne qui va diffuser une grande partie de la sélection de Cannes, vu qu'elle est partenaire. Et nos accréditations, nous cinéphiles, sont prioritaires sur cette salle-là, par exemple. Moi, l'accréditation que j'ai est prioritaire là-dessus. Et on va retrouver aussi d'autres lieux, comme par exemple le Studio 13, qui est un studio d'aide, je crois, à la création. On va retrouver des salles qui sont souvent des théâtres ou plus que des cinémas. Je crois qu'il y a le théâtre Alexandre III, qui est vraiment très à l'est vers Cannes, le Rému, qui est complètement de l'autre côté. Et c'est un peu ça le problème qu'il y a d'ailleurs avec les salles partenaires, c'est qu'elles sont assez excentrées de Cannes. Et il faut faire vraiment très attention quand on passe d'une salle à l'autre, parce que si on fait, par exemple, je sais pas, Alexandre III qui est tout à l'est, et je crois que c'est Rému qui est tout à l'ouest, bah, ça va être compliqué en termes de durée. Donc les programmes, doivent aussi, enfin, on doit aussi prendre compte de ça. Donc voilà un peu, c'était un peu mélange Cannes mode d'emploi et qu'est-ce qui se retrouve dans Cannes. On vient de voir à peu près globalement le fonctionnement. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre. Il y aura normalement les cinémas en fin de festival ont tendance à redistribuer des films, à remontrer des films en salle. N'hésitez pas à regarder chaque année, Pathé fait ça, redistribue un certain nombre de films, dont et peut-être moins cher, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'ils vont diffuser sur 2 jours, 2 ou 3 jours, une grande partie, enfin une bonne partie quand même des films de Cannes qui se passe à la suite. Souvent, il n'y a pas beaucoup de monde dans les salles, donc allez-y parce que, par exemple, l'an dernier, il y a eu un film qui est sorti très tard cette année, comme Les Linceuls. Il était sorti très juste à la fin du festival avant, donc des fois, ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça pour se donner une idée. Donc, essayez de regarder ça, c'est chouette. Et la quinzaine des cinéastes, voilà, pour redire un peu ce que Mathilde, tu parles un peu de la quinzaine, je crois que c'est la quinzaine ou la semaine de la critique, je ne sais plus lequel des deux, est rediffusée dans sa quasi-intégralité au Comédia à Lyon. Et regardez aussi sur le site de la quinzaine, je crois que c'est la quinzaine, regardez sur le site de la quinzaine ou de la semaine de la critique, je sais jamais lequel des deux, regardez les salles partenaires qui vont redistribuer ces films-là. Et voilà, c'est dans toute la France. N'hésite pas à prendre le micro. Pas de souci. Pardon, oui. Non, oui, je me rappelle l'été dernier, en tout cas, la quinzaine, c'était dans toute la France et tout l'été. Oui, alors l'été dernier, il n'y a rien à voir avec le film l'été dernier, par contre. Oui, non, rien à voir. Qui était aussi à Cannes en compétition. C'est pour ça que. Et oui, et alors, chose à savoir aussi, c'est que dans les reprises, des fois, des films passent en festival, et malheureusement, quand ils sont pris à certains festivals, ils vont peut-être pas être disponibles quand même. C'est-à-dire, la quinzaine va reprendre des films, et si par contre, ces films-là sont pris dans des festivals, et qu'ils ont l'exclusivité pour le festival, bah, ils perdent leur statut de reprise. Donc ça, c'est un peu dommage. Et je sais qu'il y a quelques films qui arrivent comme ça, à cause de ça, à pas être vus, juste à cause de ça, ou être vus à leur date de sortie. Donc voilà pour le Festival de Cannes. On fera pas les 2 prochaines émissions. Je ne pense pas qu'on en fera une dimanche quand je reviens de Cannes. Non plus. Donc on en fera une le dimanche d'après. Voilà. Et sur ce, on va couper.